à toutes et tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série sur le stream en collaboration avec nos copains de Allociné. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et justement nous avons aujourd'hui monsieur le rédacteur en chef de Allociné avec nous. Comment vas-tu, Menro? Ah bah écoute, ça va Johan? Ça va très bien. Moi ça va très bien. Ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode riche en plein de trucs. On a un côté sur côté aujourd'hui sur Avatar. Qui va diviser le plateau. Tu penses? Je sens que ça va diviser le plateau. Écoute, on va voir ça tout à Je pense l'heure. ne pas être d'accord avec cette personne. Alors Comme par hasard. Mégane, comment ça va? Hello, ça va bien et toi? Écoute, ça va, je suis très content. Ça fait 2 fois qu'on se voit aujourd'hui puisqu'on a Oui. enregistré ce podcast sur House of the Dragon ce matin. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va être diffusé? C'est une bonne question. Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, ouais. Très vite. Je te préviendrai, t'inquiète pas. Ok. Et du coup, tu es revenu avec plein de sorties pour le journal des sorties? Ce n'est pas moi qui C'est m'occupe pas du toi, journal des parce qu'on a le sorties terrain. aujourd'hui. Et ouais. Voilà. Et non, j'ai tout refourgué à Johan. Mais non, moi je vais parler de To Doom. Ah Il oui. s'est passé beaucoup de choses ce week-end. J'étais au front avec mon collègue Thomas Desroches pour gérer les news To Doom de Netflix. Donc plein de dates, plein de bandes annonces To Doom. Merci Mégane. De l'autre côté du plateau, c'est sa première de la saison? Exactement. Ouais, il est de C'est ma retour. rentrée, et oui. Comment ça va Max? Bah ça va, je suis très content de vous retrouver. Et donc du coup, t'as vu, on a un petit peu changé la formule. Bah j'ai vu que tu étais debout, effectivement. Déjà, je suis debout. Il y a une sorte de dynamisme Quelqu'un lui apporte une chaise quand même. Non, je suis pas si vieux que ça. Et du coup, on va parler aussi de The Last of Us tout à l'heure. Exactement. Puisqu'il y a eu des annonces de HBO, mais pas que, puisqu'on a aussi ce fan film. Donc on recevra les acteurs, enfin l'acteur principal et le réal. J'ai vu que tu avais posé quelques questions plutôt intéressantes. J'ai vu ça dans le Je te runner. donnerai tes 10 € à la fin de l'émission. C'est sympa. Et ce n'est pas un plano. Ouais, on va la couper. On va la couper. On la et, refait, bien c'est sûr. pour commencer l'émission, Les c'est pas aléas grave. du direct. Et tout le monde n'est pas Allociné aujourd'hui, puisqu'on a aussi Juliana qui est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours très contente de vous retrouver autour de cette table avec ces belles couleurs chatoyantes derrière nous. Non, je suis très contente. Avec Très contente ce d'être très beau t-shirt. Ouais. Ça l'ai déjà dit, mais on le survalide. Ouais. Force rose. Parfait. Respect. Non, très contente, vraiment. Retour de 2 heures de perdu, pas ce mercredi, le mercredi suivant, avec notre épisode de rentrée Harry Potter. La saga ou le premier film? Là, on en est au 7 partie 1. Ah oui, on fait pardon. ça depuis bien Ah longtemps. Oui, mais, donc tu vois, je suis ah oui, hyper à oui. jour. Hein, Mais c'est bien, c'est nos épisodes de rentrée, donc là, voilà, il nous en reste plus beaucoup. Combien de temps c'est quand ce nouvel épisode? Du coup, pas ce mercredi, le mercredi d'après, donc je Donc, crois que c'est le le 5. Ça laisse le temps à tout le monde de regarder Bah, de tous le les rattraper. autres et de rattraper tous les autres. Bon courage. Eh oui, Et de bien rattraper sûr. tous les autres également. Je vous propose d'enchaîner tout de suite puisque nos invités sont en route. On enchaîne tout de suite, c'est les news. Et les news commencent tout de suite avec mon runner pas à jour, voilà, qui est super. Et c'est à Johan de parler. C'est à moi de parler avec un truc sans doute plus anecdotique que To Doom, mais Non, moi je suis très contente que tu aies choisi ça, C'est vrai, Johan. c'est vrai. Oui. C'est une news, une petite news qui me faisait plaisir. On va parler console de jeu et on va parler football. Vous dites pourquoi il a envie de parler de ça, le gars, puisqu'il n'a pas de console et qu'il joue pas à FIFA. Parce que arrive sur FIFA 2023, qui, si je ne m'abuse, sort le 30 septembre, donc Oui. bientôt. Évidemment, Mbappé sera en jeu. Mbappé, les joueurs. Quoi? Mais surtout, ils ont intégré en bonus l'équipe de Ted Lasso. Et ça me fait plaisir que cette série formidable, donc une série Apple TV+, qui a pour l'instant 2 saisons au compteur, intègre officiellement le jeu. Donc vous pourrez jouer avec Ted Lasso, donc Jason Sudeikis en mode coach et carrière. Et vous pourrez aussi jouer avec le AFC Richmond, dont ce personnage génial là qu'on voit avec le sourcil relevé qui s'appelle Roy Kent, un des meilleurs personnages actuels de l'univers des séries. Et si vous connaissez pas cette série, donc 2 saisons, elle triomphe aux Emmy Awards. Elle vient d'en remporter 4, meilleure comédie, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure réalisation pour une comédie. Elle en avait remporté, je crois, 7 l'année d'avant. Donc 11 Emmy en 2 saisons, c'est pas mal. Une 3e saison est en tournage et ce sera malheureusement la dernière. C'est donc une série que vous pouvez voir sur Apple et ça raconte l'histoire, même si on connaît rien au foot, c'est très intéressant puisque ça raconte l'histoire d'un coach qui connaît rien au foot, un Américain qui est envoyé en première ligue au Royaume-Uni pour entraîner une équipe un petit peu qui est dans les bas-fonds du classement, Ouais, en tout cas, pas pour très essayer bonne, de remonter une équipe. Et lui, avec sa philosophie, sa positivité, va amener plein d'humanité là-dedans. Donc il y a un tout petit peu de foot, mais il y a surtout beaucoup d'humanité et beaucoup de personnages très très chouettes, aussi bien masculins que féminins. C'est hyper bien écrit, ça donne le sourire et même un peu plus les larmes sur la saison 2. Et voilà, déjà très hâte de voir la saison 3. Et maintenant, vous allez pouvoir jouer avec Ted Lasso. Donc ça fait plaisir.
Et tu dis 3 saisons, c'est dommage parce que tu en aurais aimé plus, Ah mais bah oui, peut-être, parce que c'est notre sujet du jour, ces séries qui vont trop loin. Celle-là, Je c'est tease un petit peu. Voilà, celle-là, Peut-être que c'est c'est ça. peut-être que c'est une série qui s'est s'arrêter au bon moment. Exactement. Parce que les showrunners ont dit on a un arc en tout cas à raconter sur 3 saisons et on s'arrête là et on aura terminé l'histoire qu'on a envie de raconter. Je trouve ça courageux et bien. Tout le monde a jeté un œil à Ted Lasso et je crois que le plateau est unanime pour Ouais. dire que c'est un des coups de cœur. Hein. Ah bah Oui. c'est brillant, hein. Enfin, Oui. c'est vraiment une série à la fois sur le foot mais sur la masculinité aussi. Donc moi je trouve que c'est quand même fou d'arriver à avoir une série avec des persos féminins aussi intéressants sur une série sur le foot. Enfin, moi Exactement. c'était mon méga coup de cœur. Je ne peux que vous conseiller d'y aller en famille, seul, en couple, ce que vous voulez. C'est vraiment une série qui vous met dans une ambiance assez douce et feutrée. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ouais. Si- C'est une série qui redonne foi en l'humanité. Si on devait se dire, c'est pour ceux ou celles qui ont aimé. Scrubs. Qui aime la vie, Scrubs. tout Déjà, simplement. c'est le créateur. Ça, oui, c'est le même Ouais. créateur que Scrubs. Et là, pour le coup, il va s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant tout ça. Merci beaucoup, Johan. Donc pour la première fois de ma vie, j'achèterai FIFA. Tu vas. Non. Peut-être. C'est vrai Pour jouer avec Ted Lasso, je suis prêt. Ah. Ça me tente un peu moi aussi, mais je suis nulle avec Ah, ça. Mais bah, je moi, vais je quand vais même l'acheter, tenter. Moi, je vais l'acheter direct. Juliana, tu es venue avec Oui, un lauréat, une lauréate. Une lauréate, mais surtout une sélection du CNC d'un film qui va partir aux Oscars, on l'espère, hein, pour l'instant. Donc il est sélectionné film français, film qui s'appelle Saint-Omer, d'Alice Diop, qui avait déjà été primé à la Mostra de Venise, 2 prix, Grand Prix du jury et meilleur premier film également. Donc Alice Diop, qui est une réalisatrice qui à la base est plutôt réalisatrice de documentaires, qui là se lance, c'est son premier film de fiction, qui est en fait c'est un fait divers sur un infanticide qui a eu lieu en 2013 et c'est un film de procès également. Apparemment c'est formidable. Le film sort le 23 novembre en France et on espère de tout cœur qu'elle puisse nous représenter et gagner si possible l'Oscar du meilleur film étranger. Elle avait également été récompensée pour un court-métrage au César déjà. Donc moi je suis à fond, j'ai très très hâte de voir le film et au-delà de ça je trouve ça formidable que ce film qui a déjà un très beau début de parcours continue vers là. Enfin voilà, je croise les doigts pour elle. Je crois que J'espère que ça c'était un va peu disputé pour savoir quel film serait sélectionné. Il y avait pas mal de candidats, il me semble. Il y en avait 5. En fait, chaque année, ils dévoilent une pré-liste et quelques jours après, en fait, ils dévoilent le candidat. Et c'est vrai que de ce qui ressortait, parce que c'est un film qui avait été, comme tu l'as dit, en fait, primé à Venise et les gens que je connais qui l'ont vu là-bas, en fait, ont dit que c'était une évidence que c'était ce film qui devait aller aux Oscars. Mais il y avait d'autres films comme le film de Rebecca Zlotowski qui vient de sortir. En fait, pareil, en fait, il y a des films qui étaient très aimés. En fait, donc il y avait pas un intrus où tu te dis mais pourquoi qui en plus, et généralement le film qu'on envoie, pas un intrus où tu disais mais pourquoi ils ont choisi ça. Donc moi je te rejoins totalement. De ce que je lis, c'était le candidat parfait. Après, le film est sélectionné, ça n'implique pas forcément que c'était le cas pour Titan, par exemple, l'année dernière, qui avait été sélectionné, mais qui n'avait pas été finalement dans la dernière course avec les 5, je crois que c'est 5 derniers nommés, qui sont sélectionnés par l'Académie des Oscars. Mais là, en l'occurrence, vraiment, on croise les doigts pour que ça continue sous une belle étoile. Et en fait, la vraie difficulté, c'est que donc, ça se fait par une commission qui mêle à la fois des gens du CNC, des producteurs, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices. Et en fait, c'est est-ce que tu mets le film sur lequel tu as un coup de cœur? Est-ce que tu joues la stratégie en te disant, parce qu'on sait que les Oscars, il y a quand même presque des fois des cases à cocher, il vaut mieux être dans le biopic ou dans le machin. Donc en fait, il y a toujours ce truc de dire, est-ce qu'on envoie un cri du cœur ou est-ce qu'on envoie le meilleur candidat pour ramener la statuette? Donc c'est toujours ça qui est très C'était l'exemple l'an dernier. En fait, les 3 candidats, c'était Bac Nord, Titan et l'événement. Ils ont envoyé Titan, qui était la Palme d'Or. Tu te dis, l'événement a peut-être plus de chances d'être au moins nommé parce que c'était le Lion d'Or à Venise, donc il était tout aussi légitime. Et le sujet sur l'avortement aux États-Unis, à ce moment-là, ça avait encore plus de chances de passer. C'est un film faussement académique, mais presque plus académique que ne l'était Titan. Et là, je suis d'accord avec Johan. En fait, normalement, si tu envoyais ça, tu avais peut-être plus de chances que Titan, qui est, je crois qu'en plus, il y a plusieurs étapes. À un moment, ils réduisent la liste à 10, et je crois que Titan n'était même pas dans les 10 avant les nominations. Donc, c'est un peu dommage. Après, je crois que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, ce prix du meilleur film étranger. Voilà, je crois que c'est les années 90 avec Indochine, il me semble. Donc, ah oui, ça fait tant de temps que ça. Ça fait longtemps. 30 ans. Ouais. Oui, parce que The Artist avait eu meilleur film, mais pas meilleur film étranger. Ah, oui, Non, ok. ça. Ouais, non, c'est ça. En fait, il était nommé que en meilleur film. C'était déjà très bien, mais voilà. À choisir. Bon. Tant qu'à faire, bon, si tu peux prendre l'un ou l'autre.
Écoute, merci beaucoup Juliana pour cette mise en lumière. De ton côté Max, tu viens avec un retour aussi. Et bah oui, alors au-delà du mien, effectivement, c'est un peu un hasard. En fait, c'est une suite à laquelle on ne s'attendait pas forcément. La suite d'un film d'ailleurs qui était un peu arrivé par surprise, c'est la suite de Cloverfield. On a appris hier que voilà, il y a des rumeurs qui circulaient depuis un peu plus d'1 an qu'il y aura une première vraie suite à Cloverfield qui devrait être réalisée par un cinéaste d'origine iranienne qui s'appelle Babak Anvari, dont le dernier film s'appelle I Came By et sur Netflix depuis quelques semaines. C'est un thriller. Donc j'ai parlé de première vraie suite parce que j'allais rebondir dessus. Voilà, ça m'arrange bien parce qu'en fait, ce que vous allez vous dire, il y a eu d'autres suites à Cloverfield, sauf que c'était des suites qui n'étaient pas prévues en tant que telles dès le départ. Pour clarifier tout ça, en fait, 10 Cloverfield Lane, donc la première suite de Cloverfield, c'était un film en réalité qui s'appelait The Cellar, qui traînait sur l'étagère du distributeur depuis un bout de temps et auquel ils ont rajouté une nouvelle fin et un nouveau titre, donc pour greffer ça au film de Matt Reeves qui était sorti en 2008. Et ensuite, il y avait eu The Cloverfield Paradox. Là, pareil, c'était un film qui s'appelait God Particle, qui d'ailleurs, l'histoire était totalement différente parce que ça se passait, donc c'était des astronautes qui, pendant qu'ils étaient en orbite et qui avaient sur Terre une guerre avec la Russie, découvraient d'un coup que la Terre avait disparu. Ils ont changé beaucoup de choses pour en faire un préquel de Cloverfield. Et en fait, parce que, on sait qu'à Hollywood, depuis quelques années, c'est beaucoup plus facile pour eux de vendre un film qui est relié à une marque connue que quelque chose d'original dans lequel ils ne croyaient pas beaucoup. Là, ça va être différent parce que c'est un film dès le départ. Là, le film est en cours d'écriture et en pré-production. Dès le départ, c'est acté que ce sera une suite ou un préquel. En fait, ils n'ont pas trop précisé, mais les seules infos qu'on sait pour l'instant, c'est que ce ne sera pas en found footage, comme l'était le premier. C'est-à-dire, ce ne sera pas cette idée de. Tant mieux pour ma motion sickness. Le premier m'avait rendu un peu malade. Le premier, il date de 2008. Excuse-moi, juste pour clarifier, pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sera pas filmé par un des comédiens en mode... On va pas te dire, tiens, on a retrouvé des images filmées par quelqu'un, comme le projet Blair Witch, comme Rec, qui était l'autre phénomène en found footage de la même époque que Cloverfield. C'est-à-dire que ce sera vraiment, il y aura une vraie mise en scène. Ce sera pas on te dira pas, ce sont les personnages principaux qui sont en train de filmer ce qui arrive avec un portable, un caméscope. Ce que tu veux. A priori, ce sera beaucoup plus stable. D'où ce côté parfois mal au ventre, mal à la tête que ça peut générer chez certains. Un petit peu, ouais. Parce qu'en plus, généralement, quand tu fais du found footage, tu sens obligé de bouger de la caméra. Oui, mais dès que tu cours, tu pourrais avoir quelqu'un qui est avec son portable comme ça. Oui, voilà. En fait, c'est pour. On va avoir une GoPro sur le front, au moins. Ouais, mais en fait, c'est qu'il avait fait pour un côté vraiment immersif. C'était tu vivais une attaque de monstres à New York depuis l'intérieur, comme les gens le vivaient. Et c'est que Cloverfield marchait très mal là-dessus. Mais bon, tu peux pas non plus le faire à toutes les sauces. Cloverfield, ça vous parle un petit peu comme saga ou comme licence? Ah oui, c'était une bonne surprise pour moi, Cloverfield. Parce que quand j'avais vu l'affiche, j'avais l'impression de voir un jour d'après ou 2012 bis. Et en fait, pas du tout. Donc c'était une très très bonne surprise. C'était un film que j'avais beaucoup aimé. Mais, parce que moi, j'aime beaucoup aussi le côté found footage. Donc ça m'avait plu. Après les suites, non officielles, voilà. On en pense qu'on en pense. Même si 10 Cloverfield Lane, c'était intéressant. Il y avait des choses intéressantes. Jusqu'à la fin qu'ils ont rajouté, c'était voilà, c'était plutôt bien malgré la fin. Le Cloverfield Paradox, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et là, du coup, je suis très curieuse de voir cette suite. Enfin, ou préquel, on ne sait pas encore, c'est ça? Non, on imagine qu'on en saura peut-être plus sur le monstre qu'on voyait dans le premier, mais en fait, après, comme le premier avait été vendu sur le mystère parce que c'était J.J. Abrams qui produisait. Forcément, ils vont rejouer là-dessus, mais l'une des forces aussi de Cloverfield, c'était son marketing. C'est le premier marketing viral de l'histoire, parce qu'il est sorti donc en 2008, donc au moment vraiment où Internet, tous les réseaux sociaux, tous les forums vraiment commençaient à prendre de l'ampleur. Et il y avait un site Internet qui était plein d'indices, il y avait des chasses au trésor pour essayer d'en savoir plus sur à la fois le film et sur le monstre. Donc c'est aussi pour ça que Cloverfield était c'est un peu sa signature à Gigi. Il nous avait fait pareil avec Lost où tu avais le site avec le plan de l'avion, avec les sièges tout. C'était vraiment. Les numéros. C'était cool. Ouais. Moi j'aime bien les chasses au trésor. Un nouveau film en Cloverfield. Est-ce qu'on sait si le réalisateur du premier film est un peu lié en tant que prod exé, tout ça, ou rien du tout? Peut-être qu'il le sera. Donc c'était Matt Reeves qui, après avoir fait Cloverfild, a fait les suites de La Planète des Singes et donc The Batman récemment. Là, il ne sera pas du tout impliqué parce qu'il est encore impliqué sur les suites de Batman, mais peut-être en tant que producteur exécutif, puisque vu que c'est une suite du film qu'il a réalisé, il y aura sûrement son nom quelque part, même s'il il aura peut-être rien fait de. Il valide. Oui. Il a dit OK. Pourquoi pas. Il y a peut-être un truc à ajouter, pas lié à Cloverfield, mais par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire que les deux suites non officielles, en fait, c'est des scénarios qui traînent et qu'on essaie de greffer. C'est des films en plus qui étaient déjà filmés. Voilà, exactement. Mais ça peut paraître très artificiel, mais en fait, c'est un truc qui existe depuis tout le temps. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait Schwarzenegger, on lui proposait un projet. En fait, on disait tiens, est-ce qu'on peut pas en faire un Commando numéro 2 en remaniant un peu les personnages et machin. C'est
c'est pareil, je pense, avec les films de John McClane ou Les Armes Fatales. C'est-à-dire que c'est des pitchs qui existent en eux-mêmes et en fait, on peut les rattacher à des franchises. Donc, c'est pas nouveau de faire ça. C'est juste que là, ça se voyait beaucoup. Quoi. L'un des bons exemples récents, c'était le réalisateur de Joker qui dit qu'il allait voir la Warner en disant j'aimerais bien faire des films, genre des études de personnages façon Taxi Driver années 70. On lui a dit moyen. Il est revenu en disant et si on en fait un préquel sur le Joker, là, ils ont fait ouais, voilà, c'est le même film, je pense. Un nouveau film Cloverfield, donc dans les bacs. Merci beaucoup, Max. Ça va être le petit moment tout doom de la journée. La parole est à Mégane. Donc oui, je vous le disais tout à l'heure, ce week-end c'était Tout Doom. Donc c'est un événement mondial qui a été créé par Netflix depuis l'année dernière et donc ils ont vocation à faire ça chaque année, à chaque rentrée, pour faire un petit peu la présentation des programmes, des contenus qui vont arriver d'ici la fin d'année et l'année prochaine. Et donc ça consiste en quoi ? Ça consiste en des dates, des bandes annonces, des infos, des premières images. Et voilà. Et donc tous les films et séries, les originals, comme on les appelle, de Netflix. J'en ai quelques-unes. Je vais balancer ça un peu de manière... voilà, je vais balancer ça comme ça, à la volée, comme ça. Au hasard. Vous attrapez au vol ce qui vous fait kiffer ou pas. Ce ne sera pas de manière exhaustive parce que sinon j'en ai là pour 2 heures. C'est une sélection. Voilà, c'est une sélection. Donc déjà pour ceux qui auraient peut-être aimé ou pas Dahmer, la série Dahmer de Ryan Murphy qui est actuellement sur Netflix, il y a déjà une prochaine série de Ryan Murphy qui va arriver très bientôt, le 13 octobre. Ça s'appelle The Watcher. C'est avec Naomi Watts et Bobby Cannavale. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, encore une fois. Et on est sur un couple marié qui emménage dans une maison et qui va finir par être stalké, harcelé par un homme qui s'appelle The Watcher. Voilà. Moi, ça me dit bien le casting. Bobby Cannavale et Naomi Watts, pour moi, c'est vraiment valeur sûre. Après, Ryan Murphy, attention à ne pas trop s'essouffler, Ryan. Oui. Il y aura un sujet sur les séries de Ryan Murphy qui en fait trop. C'est bien quand il se resserre comme ça. Là. Mais pourquoi pas ? Il Après, revient parfois, il peut surprendre aussi et vraiment taper juste des endroits. Je ne sais pas dans quelle mesure il est impliqué au-delà de la production du scénario. Ryan Murphy. Écoutez, moi, j'achète. Mais je n'ai pas vu Dahmer encore. On en parlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. On en parle au niveau des sorties, en l'occurrence. Sinon, autre date, 4 novembre, on a Enola Holmes 2 avec Millie Bobby Brown, donc qui revient en sister de Sherlock Holmes. 4 novembre, la saison 4 de Manifest. Là, c'est un gros repêchage de la part de Netflix pour Manifest, une série qui avait été arrêtée. Et donc là, hop, ils la rechopent. On retourne dans l'avion et dans les catastrophes de Manifest. Autre date super importante, le 9 novembre, retenez bien, saison 5 de The Crown. Donc là, on a eu des premières images sans Elisabeth II pour l'instant, j'imagine par respect pour le décès de la reine. Mais avec quelques petites images quand même de Lady Di et du prince Charles incarné maintenant par Elisabeth Debicki et par, j'ai oublié son nom, Dominic West, merci beaucoup. Autre date, 17 novembre, si vous avez aimé Dark, vous aimerez la nouvelle série des créateurs de Dark qui s'appelle 1899. Ah ouais. Donc là, on est sur un voyage, un voyage en bateau d'immigrés qui vont vers New York. Et en fait, le bateau regorge d'énigmes et notamment un navire qui échoue un petit peu sur le large. Ça a l'air très triangle des Bermudesques. L'affiche, ouais. Il y a un méga triangle, non? Oui, c'est même pas caché. Il y avait déjà une figure un peu triangulaire aussi dans Dark. Le nombre 3, le chiffre 3, pardon, a l'air très important pour les scénaristes et les créateurs de Dark. Donc 1899, le 17 novembre. Autre date, 23 novembre, mercredi, de Tim Burton. Oui. Avec Jenna Ortega, qui est une super actrice, donc j'ai très très hâte de la voir en tant que Mercredi Addams. 21 décembre, on décale vers Noël, saison 3 d'Emily in Paris. Elle est toujours là, elle reste à Paris, Emily. Elle a une frange, j'ai vu Elle a une frange, oui, parce que qui dit déception amoureuse, forcément nouvelle coupe de cheveux. Et oui. Voilà. 25 décembre, The Witcher Blood Origin, c'est le préquel de The Witcher. Donc là, on est sur le premier Witcher, c'est vraiment... histoire préquelle, donc bien avant le personnage de Henry Cavill. Ensuite, en décembre, alors pas de date précise, mais c'est une série que j'attends beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai mise. C'est la saison 2 de Alice in Borderland, série japonaise, qui était vraiment géniale. Grosse surprise et grosse série de qualité, donc on a hâte de voir la saison 2. Et ensuite, on a eu des bandes annonces. On a eu notamment la partie 3 de Lupin avec Omar Sy, qui est une série française qui cartonne sur Netflix. Autre bande-annonce, la saison 2 de Money Heist Korea, donc c'est le remake de La Casa des Papel en Corée. Casa des Papel en Corée, ouais. Saison 2 de Hellbound aussi, série coréenne qui avait cartonné, qui était vraiment géniale. Et qui nous laissait sur un énorme cliffhanger. Voilà, donc très content de voir qu'il y a une saison 2. Autre bande-annonce, The Mother avec Jennifer Lopez, J-Lo qui revient en force dans les films. Donc là, elle va jouer une femme assassin.
On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Autre premières images très très intéressantes. Je garde le meilleur pour la fin. On a eu Heart of Stone, c'est une sorte de James Bond au féminin avec Gal Gadot. Ok. Voilà, pourquoi pas. Et Jamie Dornan aussi. Et Alia Bhatt, c'est une star de Bollywood, donc c'est sa première incursion à Hollywood. Donc elle fera face à Gal Gadot et Jamie Dornan. On a aussi des premières images du spin-off de Bridgerton qui sera centré sur la reine Charlotte. Donc ça, c'est pendant ses jeunes années, donc c'est un préquel. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Et alors là, moi, les images qui m'ont vraiment, vraiment fait envie, c'est celle du problème à 3 corps. C'est l'adaptation du bouquin d'une trilogie littéraire de Liu Cixin. Donc c'est par les créateurs de Game of Thrones. Donc ils ont lâché Star Wars, leur projet. Enfin déjà ils avaient lâché Game of Thrones. Pour faire Star Wars, ils ont lâché Star Wars et ensuite ils ont signé un contrat d'exclusivité avec Netflix. Donc ils ont plein de projets en cours et ce projet-là m'intéresse vraiment beaucoup. Le problème à 3 corps, je pense que ça va être la série de science-fiction la plus ambitieuse de Netflix. C'est quoi le pitch? Alors le pitch, c'est l'histoire du premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Je pose ça là. Ok. Voilà. Ambitieux. Voilà, très ambitieux. Mais les premières images sont... Enfin, vous verrez... On est plutôt dans de l'anticipation ou on est plutôt dans de la SF? C'est-à-dire, est-ce que c'est notre univers à nous et tout d'un coup il y a une race extraterrestre qui débarque? Ou est-ce qu'on est non, dans les non, je pense que c'est plutôt premier contact. Okay. C'est plutôt premier contact que d'une en gros. J'ai l'impression en tout cas de ce qu'on voit. Ils ont l'air d'avoir fait quand même un boulot assez incroyable. Donc allez voir ça sur YouTube. Il y a les premières images, il y a le casting qui est révélé. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot, à voir évidemment. Et après, tout ce qui se passe en 2023, on n'a pas encore de date, pas encore d'images, pas encore d'infos, mais on les donne. On a la saison 3 de The Witcher, évidemment. En 2023, évidemment. La saison 3 d'Outer Banks, la saison 2 de Viking Valhalla, la saison 2 de Shadow and Bone, et aussi en 2023, parce qu'ils aiment bien maintenant faire des saisons en plusieurs parties, on a You, saison 4, en 2 parties, la première le 10 février et la deuxième le 10 mars. Voilà. Et si vous voulez connaître tout, allez sur le YouTube de Netflix ou alors sur Allociné, tout simplement. Tout simplement sur Allociné. Voilà. Et ils n'ont pas parlé de Stranger Things? On sait que c'est en écriture. Alors mais non, il y a Stranger pas de... Things, aucune info. Rien. Ils ont juste lancé un bêtisier de la saison 4. C'est fun. Si vous voulez voir Vecna, ça peut être rigolo. Mais sinon, pas d'infos du tout sur la saison 5. Elle est en cours d'écriture. Ils ont bien leurs arches. Ce sera 8 épisodes. Parce qu'ils ont balancé... 6 heures apparemment. 6h30, le nouveau format. Non, mais ils ont balancé des photos. En fait, les scénaristes de Stranger Things ont un compte Twitter sur lequel ils balancent des infos un peu au compte-gouttes. Et ils avaient un tableau avec les 8 épisodes, les arches écrites, etc. Plein de cases, de tableaux, machin. Donc voilà, ils sont en plein dedans. Ils ont vraiment... on va attendre un petit peu de temps, je pense. Petite précision sur le problème à 3 corps, c'est tiré d'un roman de SF qu'on nous dit brillant sur le chat. Mais voilà, donc il y a déjà des fans en l'occurrence pour cette adaptation. Oui, mais en fait, c'est une trilogie qui a eu énormément de succès et qui a eu un regain de succès quand il a été traduit en langue anglaise. Donc moi, j'en avais jamais entendu parler. Et donc là, ce projet m'intéresse fortement et du coup, je pense que je vais peut-être acheter le bouquin avant de regarder la série. Ce qui est bien, c'est que ce duo, on a vu que quand ils ont de la matière à adapter, ils sont bons. Oui. Et c'est quand ils vont un peu tout seuls et qu'ils dépassent les bouquins. Mais là, du coup, c'est fini. Donc normalement, ça devrait être bon. Très bien. Il y a peut-être là, c'est du marketingment parlant. Je trouve que le problème à 3 corps, c'est pas très engageant. Ça fait un peu, encyclopédie froide. Il va falloir trouver un titre, en tout cas en français, un peu plus catchy. Non, puis après, l'auteur, il fait partie aussi de l'équipe. Il aide. Il est partie prenante du projet. Il est partie prenante du projet, oui. Très bien, merci beaucoup Megan pour cette sélection du To Doom qui avait lieu donc ce week-end. Voilà, merci beaucoup. En bref, quelques autres news. Christophe Gans qui annonce revenir à Silent Hill. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer. Il l'a pas déjà dit plusieurs fois. Oui, c'est ça. Mais apparemment cette fois, il y a beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti. Il faut faire gaffe aussi. Oui, il y en a. Mais voilà, là apparemment il y a eu une annonce plus ou moins officielle. Donc ça vous botte un nouveau Silent Hill par Christophe Gans ou Moi, je pense que vraiment vous pouvez écouter l'épisode de Silent Hill de 2 heures de perdu de l'année dernière et vous aurez mon avis là-dessus. Je crée un peu de suspense, mais clairement non, ça ne me botte fait sa pub pas beaucoup. Pas plus que ça. C'était visuellement très beau. Ouais, bien. C'est visuellement très intéressant. C'est vrai. Mais par rapport aux adaptations de jeux vidéo c'était visuellement très beau. En œuvre, oui, non, c'est moins pire. Moi, il y a un projet qui me semble excellent, qui arrive bientôt, donc dont on va parler dans pas longtemps. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un départ à la retraite. Vous avez vu passer Dark Vador part à la retraite. Tout à fait. Ah oui. La voix. Et c'est assez fou ce qui se trame autour de ça. Ouais. James Earl Jones, donc comédien illustre de théâtre et de cinéma américain qui a 91 ans, a décidé de prendre sa retraite. C'était lui qui faisait la voix donc
de Dark Vador en VO, mais pas que, c'était aussi Tulsa Doom dans Conan le Barbare. Et Mufasa. Et c'était Mufasa aussi, puisqu'il faisait aussi comédien de doublage. Quel est l'anguille sous roche derrière En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a accepté de céder les droits sur sa voix et sur l'utilisation de sa voix presque ad vitam, ce qui fait qu'en fait, il y a une équipe basée en Ukraine et qui a travaillé, ce qu'on a appris récemment, je crois, dans un article de Vanity Fair, qui a travaillé sous les bombes et sous les bombardements russes pendant la sortie d'Obi-Wan, pour en fait travailler et livrer en temps et en heure les phrases de Dark Vador, où lui en fait a pu les diriger à distance et tout ça. Et l'histoire est assez folle. Et donc en fait, ils vont continuer à exploiter cette technologie. Et donc en fait, Dark Vador gardera tout le temps la même voix. En fait, en piochant dans tout ce que James Earl Jones a fait dans sa vie, ils vont pouvoir, grâce à l'IA, générer une voix deepfake. Quoi. J'avais lu cette histoire d'intelligence artificielle pendant la série, et en fait, effectivement, il y a un truc qui est bizarre. On dirait un peu, c'est les voix de la SNCF. Des fois, quand ils parlaient, c'était un peu saccadé. Comme si tu sentais qu'il n'avait pas enregistré une phrase entièrement. Tu sentais que la phrase avait été recomposée et ça rendait bizarre. Donc mais c'est étonnant qu'il y a de ça. C'est quand tu vois qu'un mec comme Robin Williams avait justement fait attention à ce que son image ne soit jamais utilisée pour des hologrammes ou de la performance capture. C'est marrant de voir. Lui, après, je pense qu'il est tellement attaché. Enfin, Dark Vador est tellement un personnage ultime de la pop culture qu'en fait, il dit c'est moi, quoi. Ça restera toute ma vie, moi. Donc c'est assez étonnant. Hein. C'est un move assez rare. Donc peut-être que plein d'acteurs vont aussi se faire scanner et puis enregistrer avant de mourir, et on pourra avoir. Cessation de droit, ou même genre ses héritiers n'auront pas la possibilité on n'a pas les détails. Je pense qu'après, il a peut-être bordé le truc pour que les héritiers touchent quelque chose au passage. Mais je pense que quand tu fais un move comme ça, tu mets un peu ta famille à l'abri. Tu le fais pas juste pour le. Déjà, rien d'y penser, c'est que tu as un plan. C'est peut-être sa famille qui a dit vas-y, signe ta pique. C'est possible. Autre news en bref, je pense que vous l'avez vu passer. Deux Gaulois qui se baladent en Chine. C'est le nouveau film Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, qui a enfin une bande-annonce. Un petit avis du côté d'Allociné peut-être En fait, on est curieux de voir, parce que là pour l'instant il n'y a qu'un tout petit bout, et évidemment c'est très bizarre de passer de Depardieu, Clavier, et enfin même après il y a eu Cornillac et tout ça. Moi c'est juste qu'en fait je la trouve bizarrement conçue. C'est-à-dire que ça démarre par des plans larges, on ne comprend pas très bien où on est, et après on est content de découvrir les personnages au fur et à mesure. Cassel a l'air, nous on l'avait rencontré il y a quelques mois, il nous avait dit vous verrez, normalement ça va être assez drôle, et puis moi j'ai accepté vraiment l'autodérision d'avoir une jupette très courte, comme j'ai des jambes très maigres, on dirait vraiment le César de la BD. Les échos qu'on avait eus, c'était Ted qui nous avait dit, parce que lui avait été figurant sur le tournage, qu'il y avait vraiment une ambition sympa. Donc voilà, il faut voir, au-delà de cette bande-annonce où il y a beaucoup de guests, et puis la zlatanisation à la fin qui rappelle un petit peu le Astérix aux Jeux Olympiques, va falloir montrer autre chose. Alors bizarrement, juste un petit détail, c'est qu'on avait Jamel qui faisait le show à l'époque du film de Chabat. 20 ans plus tard, un peu ou presque, on a Jonathan Cohen qui fait le show pour Guillaume Canet. Est-ce que justement c'est pas un bon choix d'essayer de s'appuyer comme ça sur un humoriste particulièrement plébiscité actuellement par la nouvelle génération? Je pense qu'il y a. Pose la question. Non, mais c'est comme tu dis, je pense que c'est bien vu de leur part. Dans le numéro 3, il y avait Astier, de mémoire, qui jouait un centurion, qui était beaucoup dans la bande-annonce, parce que c'était vraiment le moment où Kaamelott commençait à exploser. Donc à chaque fois où il s'appuie sur des références culturelles fortes à un moment donné, ce qu'on voit en tout cas dans les images, c'est que c'est un projet super ambitieux. Je ne connais plus le budget, mais c'est... En général, c'est dans les 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Donc et Canet a dit qu'il avait une ambition de mélanger l'univers des Gaulois avec du Tigre et Dragon. Donc, et c'est un peu ce qu'on voit dans les images. Donc visuellement, je pense que ça sera au rendez-vous. Et après, ça va être le dosage du ton. Et puis le ton, comme on aborde ces nouvelles incarnations des personnages. Parce que ça a de la gueule, mais en fait, c'est tellement que des images prises hors contexte. Même il y a des vannes, il n'y a pas beaucoup de vannes dans la bande-annonce, mais en fait, les vannes, en fait, peu de gags, tu comprends presque pas à quoi ça fait référence, ce qu'ils veulent faire. C'est beaucoup trop saccadé. En fait, il aurait fallu soit un teaser avec genre un extrait d'une scène, soit je sais pas, quelque chose vraiment de beaucoup plus long. Parce que là, c'est vraiment, c'est presque juste pour te montrer qui sera dans le film que pour te montrer ce que sera le film. C'est assez étrange. Mais au moins, visuellement, il a d'avoir un petit truc. Dernière news, évidemment, une autre bande-annonce, mais à l'opposé, c'est-à-dire beaucoup moins colorée. Beaucoup moins drôle. Beaucoup moins drôle, sans doute aussi. C'est celle qui a été reveal hier pour le Last of Us Day. Donc c'est celle de The Last of Us par HBO. Megan, je sais que tu es fan du jeu aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce qu'on va voir après en entier Trop bien. En fait, je trouve que c'est une bande-annonce qui est rassurante, dans le sens où on sent que
Ils reprennent bien les codes du jeu. Il y a plein de petites références, notamment sur la relation qui va se tisser entre Joel et Ellie. Je trouve qu'on ressent bien la gravité de l'histoire de The Last of Us. On sent qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, qu'il va y avoir énormément d'enjeux. Et ouais, enfin, je m'y croyais. Vraiment, je trouve cette bande-annonce très rassurante. J'ai très bon espoir, j'ai très envie d'y croire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le casting de la série et moi je suis sûre que le casting va aller tous les faire taire, notamment Bella Ramsey. Ok, elle ne ressemble pas forcément à Ellie, tout comme Pedro Pascal ne ressemble pas forcément à Joel, mais c'est deux très bons acteurs et je suis sûre qu'ils vont faire le job et j'ai très hâte de voir ça, franchement. Je fais confiance. Il y a Craig Mazin derrière qui a fait Tchernobyl. Il y a Neil Druckmann qui est là, créateur du jeu. Enfin, la musique, pareil, c'est exactement le même compositeur que le jeu vidéo. Enfin, tout est fait pour que ce soit fidèle, que ce soit une bonne proposition, que ce soit comment dire, que ce soit accepté et apprécié par les fans. Qu'on puisse en même temps embarquer peut-être des gens qui n'y connaissent rien au jeu et ce serait bien. C'est toujours bien de faire découvrir un univers à des gens qui connaissent pas. Donc, et puis c'est HBO quoi. Enfin pardon, mais enfin je sais. Toutes les planètes sont alignées. Toutes les planètes sont alignées. Normalement, ça devrait le faire. Juliana, pareil, même avis. Bah pareil, moi j'aime bien le jeu, mais je pense que je suis pas aussi fan que toi. J'y ai joué vraiment comme ça. Mais moi j'ai été assez happée par l'univers déjà. Ça m'a. Enfin, je trouve que dès qu'on regarde cette bande-annonce, on est plongé dans quelque chose. Et au-delà de ça, moi je suis très intéressée par les personnages, même hors finalement le duo de base. J'ai l'impression qu'il va y avoir des personnages intéressants, qu'on va avoir de l'émotion. Et comme tu dis, que c'est pas parce que certains n'ont pas joué au jeu qu'ils ne seront pas embarqués. Je pense que Tchernobyl, c'était un petit chef-d'œuvre. Enfin, moi, je crois énormément pareil à cette série. Et je pense que tous les voyants sont au vert pour foncer sur l'autoroute du kiff. Est-ce que j'ai vraiment dit ça ? Non, je m'excuse. Si c'est enregistré, vous pouvez faire vraiment, je pense que ça va être canon, quoi. Enfin, ça a l'air formidable et les comédiens sont, enfin même le duo du coup principal, n'ont plus leur preuve à faire car ils les ont déjà faites ailleurs et en vrai ça va être dingue, ça va être visuellement canon. Non, puis même le petit aperçu qu'on a eu du claqueur, c'est prometteur aussi. Oui, c'est bien fait. Mais c'est le même, la même j'ai oublié son nom, l'artiste, mais c'est le même artiste qui a bossé sur Vecna dans Stranger Things, dans le roi de la nuit aussi, merci, de Game of Thrones, et aussi un autre personnage dans The Night King, The Green Knight, pardon, avec Dev Patel. Ouais. Ah oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui est très bon, un très bon plasticien, très bon artiste, donc je pense que à ce niveau-là aussi, on n'aura pas de soucis à se faire. The Last of Us, donc, qui arrive en 2023 sur HBO. Et on en profite, puisque Last of Us fait l'actualité, pour recevoir Alexandre Delol et Edward, du coup, qui sont le réalisateur et l'acteur principal du fan-film sorti tout juste hier. Et on en parle juste après avec eux. Retour plateau avec nos invités Alexandre Delol et Edouard, décidément. Messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, on est très content d'être là. Du coup, on est là pour parler de votre fan-film qui est diffusé, qui est sorti hier sur YouTube. Donc samedi 24. Ouais. C'est samedi 24, exactement. Du coup, Alexandre, tu es chef-op, mais là, c'est toi le réalisateur du court-métrage. Tu as déjà fait plusieurs clips, tu as déjà fait plusieurs courts. En chef-opérateur, j'ai fait plusieurs courts-métrages, clips, publicités. Et en termes de court-métrage, la réalisation, j'en ai fait il y a longtemps, mais là, on va dire que c'est mon premier vrai court-métrage de cette ambition-là, quoi. Et Edouard, de ton côté, donc tu es l'acteur principal. Ouais. Évidemment, on te connaît via notamment ta chaîne YouTube et par les émissions Rétro Découverte, entre autres. Même 2 chaînes YouTube d'ailleurs, je crois. Tu as une deuxième chaîne elle n'est pas intéressante. Vraiment celle-là. Du coup, fan de jeux vidéo tous les deux. Fan de jeux vidéo, j'imagine, tous les deux. Oui, particulièrement moi. Ouais. Alors, lui, beaucoup plus que moi. Moi, un petit peu, mais pas plus que ça non plus. Je suis pas un gros gamer, on va dire. Alors, on va parler de cette adaptation de Last of Us All Gone, qui est le titre complet. Moi, j'ai une première question à vous poser avant que toute l'équipe puisse, chacun leur tour, vous abreuver de plein de questions. Comment est né ce projet, en fait ? D'où vient l'idée de faire, on va faire un court-métrage fan-film sur Last of Us ?
Et bah, ça date, le tout début, on va dire que ça date de 2013, quand sort le premier Last of Us. Moi, je suis pas un gros gamer, comme j'ai dit. Et du coup, je me prends une vraie claque, comme beaucoup de gens, quand sort le jeu vidéo The Last of Us. Je découvre en fait que le jeu vidéo, ça peut être aussi ça, en fait. Moi, je jouais surtout à des grosses franchises comme Call of, GTA, etc. Et du coup, je découvre avec The Last of Us, que d'ailleurs, c'est toi qui me l'avais conseillé, je crois, à l'époque. Je l'avais recommandé, ouais. Et du coup, à l'époque, j'avais envie d'en parler, j'avais besoin d'en parler. J'avais fait une chronique, parce que toi, tu avais déjà fait des chroniques. J'étais sur jeuxvideo.com à l'époque. Ouais. Mais tu faisais aussi un peu sur YouTube, je crois. Du coup, moi, j'avais fait une chronique où je parlais de The Last of Us. Et pour le coup, tu étais passé derrière la caméra et moi, j'en parlais devant. Et du coup, quand est sorti The Last of Us partie 2, du coup, j'ai repris une nouvelle claque, comme beaucoup de gens. Et j'avais à nouveau envie d'en parler. J'avais envie de refaire un peu une chronique dessus, moitié fiction, moitié analyse. Et après, on en avait parlé aussi. Tu m'avais dit non, ce que tu as envie de faire, c'est un court-métrage. Donc, lance-toi à fond, fais un court-métrage, fais un fan Moi, film. je le tannais depuis pas mal de temps, à lui dire c'est quand, parce qu'on avait déjà fait un court-métrage un peu dans cet univers-là, post-apocalyptique. Tu s'inspirais Walking Dead. Et je le tannais depuis pas mal de temps, à lui dire c'est quand que tu refais, c'est quand que tu refais. Et il s'est lancé, quoi. Vous connaissez depuis longtemps? Vous êtes on a fait la même école d'audiovisuel, ouais. Ok. Donc, depuis 10 ans, 10-12 ans, juste comme ça. Une dizaine d'années, ouais. Johan? Alors, on avait déjà reçu ici l'équipe d'un fan film sur Harry Potter et en fait on savait que c'est forcément toujours compliqué quand on fait un fan film avec les ayants droit dans les relations. Vous avec Naughty Dog, comment, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'on vous laisse faire le truc dans votre coin? Est-ce qu'ils s'en mêlent pas? Est-ce qu'ils s'en mêlent? Est-ce qu'ils vous disent OK mais pas le nom Last of Us? Comment ça se passe? En fait, on n'a pas eu spécialement de contact avec eux et moi j'ai vu qu'il y avait déjà des fan films de Last of Us en fait déjà sur YouTube et il y en a de toutes sortes. Il y a Harry Potter, Star Wars. Et au final, on s'est dit, on fait ça. Après, le truc, c'est qu'on touche zéro bénéfice, quoi. On dit bien que tous les droits sont réservés à Naughty Dog, à Sony, etc. Et en fait, nous, c'est à but non lucratif. C'est juste plaisir des fans qui font un fan film pour les fans. Et on a joué la carte de on espère que personne viendra nous embêter, quoi. Voilà. Du coup, la promo, c'est bien, mais... Voilà. Juliana? Moi, j'avais une question plutôt sur le scénario. Comment on écrit un fan film? Qu'est-ce qu'on décide de mettre en avant? Comment ça s'est passé, l'écriture du scénario? Et qu'est-ce que vous vouliez Ouais. Au niveau du scénario, j'ai voulu mixer un peu. Donc, je ne sais pas si vous avez joué aux deux Last of Us. Plusieurs fois chacun. Donc, du coup, j'ai essayé de mixer un peu les thématiques principales, donc le deuil, la rédemption, la vengeance, et prendre des scènes un peu iconiques aussi du 1 et du 2, d'essayer de mêler ça tout en essayant un petit peu de créer une nouvelle histoire, parce que voilà, c'est pas Joël et Ellie, c'est pas une adaptation des personnages, c'est d'autres personnages avec une autre histoire, même si c'est dans les thématiques, il y a énormément de ressemblances. Mais voilà, l'idée c'était de reprendre un peu ça tout en essayant de créer une nouvelle petite histoire. Et voilà. Max? Oui, moi justement, je voulais rebondir sur l'écriture, notamment l'écriture d'adaptation de jeux vidéo. Parce qu'on parlait justement tout à l'heure du film Silent Hill, qui est considéré comme l'une des adaptations les plus fidèles. Et je me rappelle en fait de cette interview de Christophe Gans, le réalisateur, et de son co-scénariste Roger Avary, donc qui avait co-scénariste de Pulp Fiction également. Il disait qu'en fait, ils écrivaient manette en main. C'est-à-dire qu'ils jouaient au jeu, ils prenaient des notes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait ou tu as voulu justement plus jouer sur tes souvenirs Alors ouais, j'ai à nouveau refait quand j'étais vraiment en phase d'écriture, enfin en phase de prépa, j'ai à nouveau rejoué. C'était ta 3e game, je crois. Ouais, sur The Last of Us partout, c'était la 3e fois que j'ai rejoué. D'ailleurs, c'est devenu un petit peu du boulot, limite. C'était plus tant du plaisir de voir les jouer. Et là, effectivement, je prenais des notes, je faisais, ça pourrait être intéressant, par exemple, j'analysais pour les easter eggs aussi, qu'est-ce que je pouvais glisser, donc qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, des dialogues qui me marquaient particulièrement, ou des séquences. Et j'analysais aussi, par exemple, du coup, ça m'a permis, par exemple, la couleur jaune, c'est quelque chose qui guide beaucoup dans The Last of Us, du coup, on a essayé de refaire ça, ou avoir des grandes entrées de lumière qui guident le spectateur vers le personnage vers la sortie, quand tu rentres dans une sorte d'arène. Donc on a essayé de reprendre, ou même la façon de filmer, de suivre à la 3e personne. Il y a certaines séquences donc dans mon court-métrage où on a suivi un petit peu, on reprenait un peu cette façon de filmer que tu as dans le jeu vidéo. Ouais. Alors, tu as un peu répondu à ma question, donc du coup, je vais improviser une autre question. Je suis complètement... à la base, tu n'es pas comédien. Pas du tout. Et voilà, et donc là, on te découvre comédien, et très bon comédien. C'est gentil. Et qui a un rôle complètement différent de ce que tu peux incarner Ouais. sur YouTube. Et comment tu t'es glissé là-dedans et dans cette incarnation? Et surtout, c'est un film jamais rigolo. Enfin, votre film, c'est... Non, pas de ouf. Il faut... On se marre pas trop, ouais. Il faut jamais se dire je fais pas de côté pour dire quand même tout ça, on rigole. Machin. Ouais. C'est que vous êtes à fond dedans. Et comment tu as appréhendé ça? J'ai stressé. En fait, quand j'ai lu le scénar et j'ai vu que c'était vraiment
vraiment très ambitieux ce qu'il avait écrit. Je lui ai dit, écoute, prends un vrai comédien parce que je vais être ridicule. Et puis, j'ai pas envie. Je voyais qu'il voulait tellement mettre. Il avait tellement d'ambition pour ce projet, que ce soit en termes financiers ou en termes de ce qu'il voulait raconter. Je lui ai dit, mais je vais pas tout gâcher, c'est trop de poids sur mes épaules. Donc, je lui avais dit, prends un vrai comédien parce que je vais être ridicule. Et il a insisté parce que aussi, je pense, ça te rassurait un peu que ce soit moi. Carrément. Ça fait plaisir de rebosser ensemble. Ouais, souvent carrément. bosser ensemble. Et du coup, on a fait. Moi, je lui ai dit, faisons des essais caméra avec notamment un ami, Gabriel, qui est un très très bon comédien. Et on a dit, faisons des essais caméra et on va voir ce que ça va donner. Si vraiment je suis ridicule, on abandonne cette idée, quoi. Et on a fait les essais et ça passait pas trop mal. C'était très bien. Hein. Et du coup, on s'est dit, allez, banco, j'y vais. Et moi, j'ai essayé de m'entraîner un peu tout seul. Je savais pas, c'était la première fois que je faisais cet exercice-là. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est un rôle totalement différent de ce que je peux faire dans mon émission YouTube. Donc je suis allé dans un parc tout seul avec ma copine, puis on s'est entraîné, je me suis entraîné à essayer de jouer un peu ce personnage-là. Et puis après, sur le tournage, une fois que tu as le costume, que tu as le maquillage, que tu as toute l'équipe image qui est autour de toi, il y a ce côté, un truc, je sais pas, qui se passe, qui fait, tu commences un peu à sentir ce personnage, il y a un truc qui fait que peut-être que tu upgrades un petit peu ton niveau, moi je suis pas comédien, donc j'ai un niveau assez faible, mais tout ça autour de moi, de voir l'équipe image, tout ça, je pense que voilà, ça fait que je m'en sors à peu près. Et j'allais prolonger la question, c'est que le film, comme le jeu, je pense, est assez silencieux finalement. Enfin, il n'y a pas beaucoup de répliques. Ouais. Et ce qui peut être hyper dur à jouer, d'avoir la confiance de jouer sur le silence. Et comment vous avez appréhendé ça tous les deux Moi, j'en ai. Ouais, en fait, j'ai eu cette discussion avec Gabriel, donc mon ami comédien, qui m'a un petit peu coaché pour ce rôle. Et il me disait que c'est très, très dur, c'est la réflexion que tu as, que c'est très compliqué de jouer un rôle où il n'y a pas de dialogue. Et moi, je lui disais, mais j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je trouve ça plus dur quand tu as du dialogue. Ouais, que ça sonne juste. Donc, ça sonne juste, toutes tes répliques, etc. Que là, c'est juste montrer sa tronche et puis faire quelques effets. Je trouve ça plus simple. Donc, moi, ça ne m'a pas dérangé. Ça, je ne sais pas, en termes de comédie, c'est plus simple ou pas, qu'il y ait du dialogue ou pas. Après, moi, je sais que j'aime assez peu le dialogue dans ce que je fais, moi. Tu regrettes même, tu trouves, tu aurais bien retiré quelques dialogues. Franchement, si je pouvais faire un film entièrement silencieux, limite, ça m'irait. Mais on a retiré d'ailleurs un dialogue. Il y avait dans la séquence de la salle de bain où tu es en train de soigner Sam qui est blessé. Il faisait une petite réplique du style je vais finir comme eux, ou qui faisait un peu hommage à cette séquence avec Sam et Henry dans le premier Last of Us quand il est blessé. Et finalement, on a vu qu'au montage, en fait, alors qu'il l'avait fait plein de fois, il avait réussi à bien la sortir. En fait, on s'est rendu compte que juste les regards, en fait, ça suffisait. Il n'y a pas besoin de dire la réplique. En fait, on a compris. Pas besoin que la réplique vienne souligner encore plus. Ça. Le sous-entendu fonctionne. Max ? Oui, alors moi, j'ai la question qui fâche et qui peut-être nécessiterait des heures pour y répondre. Mais selon vous deux, en fait, qu'est-ce qui ne marche pas dans les adaptations de jeux vidéo ? Est-ce que qu'est-ce que vous avez film, de long métrage, film ou série, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à craquer ? Grosse question, quand même. Voilà. Attends, j'essaie de réfléchir. Moi, je dirais qu'il y avait... En fait, un peu, on a l'impression que tous les films, en fait, à chaque fois qu'ils sortent, on se dit ça va peut-être être le film qui va enfin changer la donne. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi des fois que les producteurs ils prennent un peu le genre en se pinçant le nez, en disant on va faire un truc pour attirer les gens sur le nom du jeu vidéo, mais on va faire un peu un truc à notre sauce. Un peu, ouais. Moi, je pense que Karim Debache avait bien répondu à cette question sur son épisode où il traitait de Mario Bros. Oui. Et il expliquait qu'en fait, Mario Bros, c'est des mécaniques qui sont tellement propres aux jeux vidéo que de les retranscrire ensuite dans un scénario et en film, ça n'a plus aucun sens. Bowser, une tortue géante, Yoshi, un dinosaure sur lequel tu grimpes, ça n'a plus aucun sens. Donc, des fois, tu te retrouves, des fois, tu te retrouves un peu emmerdé parce que dans ton scénario, mais en fait, ça ne colle pas avec ce que... c'est deux médiums complètement différents. C'est dur de passer de l'un à l'autre et... On va voir comment il s'en sort, Neil Druckmann, avec Mazin, du coup. Mais du coup, par exemple, j'ai bon espoir sur cette adaptation en série de Last of Us. Je me dis que ce sera peut-être la première fois que ça a vraiment fonctionné. Mégane ? Moi, je voulais savoir où vous aviez tourné, où vous aviez trouvé ce décor et comment vous les aviez aussi façonnés, parce que j'ai trouvé ça vachement bien retranscrit. On voit la marque de fabrique de The Last of Us avec la nature qui reprend ses droits dans certains endroits abandonnés. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Du coup, je voulais savoir où vous aviez tourné, où vous aviez trouvé cet endroit un peu abandonné. J'ai un pote où c'est un petit peu... Okay. Attends, ça dépend les décors. Les décors, c'est pas chez Lucas. Pas forcément la maison, mais plutôt tout ce qui est côté... Alors, l'hôpital abandonné, c'est grâce à un contact d'un régisseur qui avait tourné, qui connaissait plein d'endroits différents. Il m'a trouvé le décor de l'hôpital abandonné, où justement, il y a, c'est Romain Gavras qui a tourné aussi son film qui vient de sortir, là, Athéna. 2 jours, Athéna, ouais.
Il a tourné. Moi, j'étais sur sa phase de prépa. En fait, j'ai eu de la chance de pouvoir me glisser sur sa phase de prépa pour tourner dans un hôpital abandonné à Corbeil-Essonnes, du coup. Ok. Donc là, on a tourné pendant 3 jours. Et après la maison abandonnée, c'est chez un pote. Il y habite plus depuis. Qui travaillait dans l'équitation et qui du coup avait un peu la maison du gardien, qui était dans un état. Voilà. Ok. Et la plage très la The Last of plage, Us 2 La plage, c'était une plage en Normandie, vers Merville, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà. Donc on a Non, mais fait c'est aller-retour pour. Ça a pris du temps de faire des repérages et tout pour trouver vraiment les bons décors, pour se dire, pour que la personne qui regarde le cours se dise, ok, c'est bon, je suis dans l'univers de Last of C'est une Us. chose les plus importantes quand t'as pas d'argent pour faire un fan film. Ambitieux en plus parce que c'est The Last of Us, donc il faut que les costumes, le maquillage, le décor, faut que ça fonctionne. Le reste, bien sûr que le reste est important, mais c'est là où tu vas sentir si c'est bien fait ou mal fait, ça va être là-dedans, ça va être ridicule ou pas en fait. Et du coup, donc j'ai passé beaucoup de temps. Et une fois que j'ai trouvé, grâce à mon pote, l'hôpital abandonné que j'ai pu avoir et tout pour pas trop cher en plus, c'était génial. Quand tu te dis en plus l'hôpital c'est marquant pour The Last of Us, donc c'est génial d'avoir cet endroit-là. Après, le reste, c'était pas le décor de chez mon pote, ça n'avait pas trop de soucis. Et pour la petite maison abandonnée. Et après, pour la plage, oui, c'était faire des allers-retours pour trouver la bonne plage. Là, c'était juste chiant. Moi, du coup, j'en profite. Je rebondis sur cette question de finance. Comment se finance ce genre de projet? Est-ce que c'est de l'autoproduction? Est-ce qu'on compte beaucoup sur la communauté de fans ou pas du tout? Enfin, comment ça se... Là, pour le coup, moi, j'étais en autoproduction totale. Ok. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais faire mon film et je mets de l'argent dedans avec une équipe de bénévoles. Donc ça, c'est grâce à tous les gens qui ont bossé dessus bénévolement. Mais voilà, il y avait juste de l'argent pour louer du matos, pour louer les décors, pour transporter les gens et les nourrir. Après, voilà. Combien ça t'a coûté Au total, tout compris avec toute la post-prod, dans les 15-20 000. Ok. Et vous n'avez pas du tout fait appel à un système de crowdfunding avec des fans ou Non, j'aurais pu en soi, mais non, je me suis dit, je me suis lancé. Après, au début, je pensais que ça allait me coûter 5 000 aussi. Voilà. Et au fur et à mesure, ça faisait que d'augmenter. J'étais, merde. Du coup, on était lancé. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à mettre en scène? Est-ce qu'on pourrait se dire que c'est quand il y a les infectés qui viennent, qui les coursent, des scènes de lutte au corps à corps, ou est-ce que c'est la mise en scène de scènes qui font très penser au gameplay? Je pense notamment au coup de surin ou à comment on tue un claqueur quand on est au sol. Est-ce qu'il y a quelque chose de très un peu robotique, un peu mécanique, ou est-ce qu'on essaie quand même de fluidifier l'action Les séquences vraiment les plus compliquées, c'était dès qu'il y avait de l'action, du combat, parce que voilà, on n'est pas cascadeur, on était en équipe technique assez réduite. Donc dès qu'il y avait du combat ou la séquence de la noyade, dès qu'il y avait ce genre de problématique, et en plus il y avait des enfants, il y a une pendaison avec un enfant, il y a un enfant qui doit donner un coup de couteau. D'ailleurs, c'était rigolo parce que du coup, on répète la séquence que je voulais qu'il ait le couteau en main, mais qu'il s'arrête avant de donner, évidemment, le coup dans le coup. Et après, on raccorde en plan serré. Et là, c'est une lame en VFX. Du coup, on a répété où il avait le couteau fermé en main. On était vraiment les conditions du direct. Voilà, on la tourne, moteur, action. Et il y va, je lui dis bien, tu t'arrêtes avant de donner le coup. Vraiment, c'est juste pour que tu donnes l'impulsion. Et il me dit, ça va, j'ai compris, je suis pas un enfant. Du coup, c'est un enfant, mais... Et du coup, on la tourne. On la tourne, mais couteau fermé, juste pour être sûr qu'il ait bien tout compris, parce qu'après, on va la tourner avec le couteau ouvert. Et vraiment, il y va, et puis il va jusqu'au bout sur le coup. Il s'arrête, il fait « Ah, j'ai oublié, pardon !» Et là, du coup, on est « Oh là 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 !» Donc, avec les enfants, et puis dès qu'il y avait tous les figurants aussi, qu'il y a une dizaine de figurants. Le claqueur aussi, c'était pas évident, parce qu'il voyait rien, en fait, dans son masque de claqueur. Il avait une toute petite fente, mais en vrai, il voyait quasiment rien. Donc, il fallait qu'il aille tout droit... qu'il nous fasse confiance en jouant en plus le claqueur. Donc, c'est toutes les séquences compliquées. Ouais. Il y a Vincenzo sur le chat qui a une question pour vous. À un moment, il y a un animal qui traverse dans le champ. Ouais. C'est volontaire ou c'est le hasard des fois? C'est complètement le hasard. Ça a été chance de dingue. Incroyable. Ça a été notre instant girafe de Last of Us. Mais non, mais notre instant magique. Surtout qu'on était dans cette zone-là, sur cette rue, là, justement, là, il y a le plan. On est resté une bonne heure, au moins 2 heures sur cette rue. On n'a rien vu du tout. Au moment où on tourne ce plan, une biche qui passe en plein de... Et en plus, du coup, je te fais marcher tout le long. Donc, je sais pas, il y a 300, 400 mètres comme ça. Tu marches une première fois tout le long. Moi, je me dis, bon, c'est bon, là, le plan... Puis on l'a doublé, histoire de par sécurité, alors qu'en vrai, il n'y avait pas besoin.
Mais du coup, tu retournes tout là-bas. En plus, ça me faisait chier parce que tu devais remarcher et revenir. Et du coup, tu es revenu. Et à ce moment-là, on entend du bruit sur le côté. Et une petite biche qui nous regarde. C'était Et elle magnifique. traverse comme ça, pile au bon endroit en plus. Ce qui est fou, c'est que oui, parce que là, évidemment, on croit qu'il n'y a que Edward sur le plan, mais il y a tous les gens derrière Ah ouais, du staff. ouais. Donc vous étiez combien là autour derrière pour Là, on était encore plus en équipe réduite. En Normandie, on devait être 10-12, je Ouais. pense, comme ça, derrière la caméra. Ouais, tout le monde silencieux, parce qu'on prenait quand même son ambiance et on attendait. Et là, vraiment, j'ai eu peur qu'Edouard il fasse « Oh putain, la biche !» Regardez, incroyable, non? Et toi, tu l'avais vu passer Je l'ai vu, ouais. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, pourvu qu'elle vienne vers moi, ce serait tellement classe qu'elle passe à côté de moi. Bon, elle a juste traversé, mais c'était déjà c'est déjà Il parfait. commençait à en demander beaucoup. Quoi. Ouais, je suis un peu bon. Et après, je vais une girafe. Et le tournage a duré combien de temps en tout? Ça a duré 6 jours. Ok. 3 jours à l'hôpital. Non, 5 jours. 3 jours à l'hôpital, une journée à plage, une journée. On a fait 2 jours à la plage. Parce qu'une après-midi, on a Ah oui, tourné c'est que vrai. ça. Et le lendemain, on a fait T'as la. raison. Ouais, je connais quand même. Donc 6 jours au total. Johan Bah, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais quand vous voyez les images de la série HBO qu'on attendait, alors je sais pas si le timing était voulu, si vous saviez que Oui. le teaser C'est comme allait l'affiche, c'est un sortir, c'est bon. Le timing Le hasard entre complet, là. votre Voilà. film et la On bande-annonce. savait pas qu'il y avait un Et Last en of fait, Us on Day se- le 26 septembre. On se rend compte que vous êtes dans les clous, quoi. Enfin, quand on regarde les deux, on se dit, ouais, vous avez bon. Enfin, voilà. Moi, je connais pas très bien l'univers de Last of Us, mais donc j'ai découvert votre film samedi et je découvre là la bande-annonce hier. Et je me vais, on voit que c'est la même famille, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est vraiment réussi. Donc vous, qu'est-ce que ça vous inspire comme réussite d'avoir coché cette case-là? Que quoi, ce soit aussi réussi. Ouais, de voir que ça roule et puis que, en plus vous êtes plutôt adoubé, j'ai l'impression de ce que j'ai vu sur les Ouais, on a eu des commentaires. retours ultra positifs. Et Une super communauté. Et- le claqueur, il claque. Hein. Enfin, sans jeu de mots pourri, mais vraiment, enfin, Ah, il Ça est marche bien bien. fait. Ouais. ça il est bien fonctionne bien. Je sais pas du tout comment qui était derrière, mais ouais, c'est la maquilleuse Déborah qui a moulé la tête du comédien et après elle a sculpté. Donc après, je sais plus c'est quoi avec du latex. Enfin, je ne connais pas exactement. Mais ça lui a pris une centaine d'heures de travail pour après le peindre et le faire. Et après, à la fin, donc c'est un masque. J'aurais pu le ramener en plus, je l'ai oublié, mais c'est un masque à la fin qu'il enfile. Après, tu as du maquillage en plus. Évidemment. Mais ouais, ok. Terminé. Et c'était un comédien qui s'appelle Stéphane, et pour ceux qui suivent mon émission, c'est le personnage qui joue Sylvain. Ok. On le voit aussi dans ma chronique, et qui a incarné le claqueur. Ok. Et justement, sur le claqueur, sur le son aussi, la musique, elle est originale, j'ai l'impression. Toute la Ouais, musique originale, à part la musique du générique de fin qui est une reprise de. c'est ça. Et le son du claqueur et même le son, un peu tout ça, est-ce que c'est repris directement du jeu vidéo ou est-ce que ça a été recréé Alors, il me pour semble l'occasion? que les monteurs son, ils ont tout refait. Ils ont tout refait. Ouais. Ouais, c'est impressionnant. Ils ont refait tous les bruitages. Après, j'avais l'accessoiriste Anthony, il le faisait hyper bien, le claqueur. Je sais plus s'il avait fait des prises du coup où il avait enregistré ça. Et donc, ouais, c'est Ok. comme c'est dur C'est de que du fait récupérer maison, des quoi, sons quali du jeu vidéo. Donc, on a tout refait. Ok. Et je peux en profiter aussi. Bien sûr, vas-y. Il y a, je crois, il faudrait qu'on rende hommage aussi à Daniel. C'est le comédien, du coup, à la fin du fan-film qui se fait noyer. Ça a été Spoiler. Ça a été assez, Ouais. ça a été assez dur pour Ça va lui le- parce que vraiment, il a véritablement la tête sous l'eau en arrière Spoiler. et il buvait la tasse. On l'a refait Ouais, 4-5 non, fois la c'est prise pas parce qu'on vrai. n'arrivait pas en plus à l'avoir à l'image. Et ça a été assez vraiment éprouvant pour lui d'être noyé véritablement la tête en arrière dans l'eau. Et il a été très courageux. Et moi, je lui ai Ah oui, dit, il a ton pris rôle, le je l'aurais chat. jamais accepté. Il a été chaud, quoi. The Last of Us All Gone, donc disponible sur YouTube. On a mis le lien dans le chat pendant toute cette interview. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Edouard. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dernier mot, pour convaincre celles et ceux qui hésitent à cliquer sur le lien et aller voir ce film, pour les Ouais, convaincre. écoute, il y a le teaser qui est sorti aussi, qui dure 30 secondes. Donc les gens peuvent regarder le teaser, ils vont voir l'ambiance, l'univers et la qualité du film. Et si ça leur plaît, voilà, le film est disponible. Carrément, foncé. Merci beaucoup messieurs. Merci. On va nous Merci. se lancer un petit jingle et un petit trailer pour notre rubrique suivante, le côté sur côté sur Avatar. Et en attendant, je vous remercie et vous souhaite bon succès pour ce film. Merci. Super, merci beaucoup. Merci. Merci.
Côté sur côté, Avatar, donc il ressort en salle, alors, puisque évidemment il y a le 2 qui arrive mi-décembre, et l'idée était de remettre le premier sur les bonnes normes technologiques et de renouer avec un nouveau public. Yoann, tu avais une information comment on appelle ça, un disclaimer à faire, parce qu'en fait on a eu des infos qui Vous sont allez montées dire, par les non. exploitants, qu'en fait il y a plein de gens qui vont le voir en salle en pensant que c'est le 2. Ah bah Donc, oui. voilà, oui. peut-être que si vous nous regardez, normalement vous Ah êtes bah au oui. courant, ce n'est pas Avatar 2. Ce qui a trompé, je pense, c'est l'affiche où il y a cette tagline avec marqué « De retour au cinéma ». Donc en fait, Ah, c'est oui. la première version qui est de retour au pense- cinéma dans Je une confirme version parce upgradée. que ma mère m'a appelé, bon on s'en fout, c'est une anecdote personnelle, en me disant on va voir Avatar. Je fais oui, du coup l'ancien, il fait ah bon? Ah, je me disais, c'est le même. Mais Ah oui, mais oui. c'est bien, du coup on a envie de le revoir, on y va. Oui, c'est oui, bien. C'est vrai j'ai- qu'ils ouais, auraient dû mettre un truc genre avant la suite, revoyez le film Phénomène. Oui. Quelque chose comme ça, En parce fait, que il y a pas mal de gens qui se trompent. Il y a un quart des clients, a priori, Ouais. enfin des spectateurs qui Ah pensent bah oui. venir voir Ouais, Avatar parce 2. qu'en fait, dans le public C'est d'Avatar, bénéfique pour eux. Hein. non, mais il y a- Carrément. il y a beaucoup de gens en fait qui vont au cinéma genre peut-être 2 fois dans l'année et pour voir des films comme celui-ci, qui vont pas passer leur journée sur Allociné ou malheureusement, mais où ils sauraient comme ça en fait. Donc ouais, il manque un truc sur l'affiche peut-être pour dire attention. ce n'est pas J'imagine le 2. vraiment le spectateur en salle, il fait ça ressemble quand même vachement Ouais. au premier. Hein. Ouais. C'est quand même bon. Très Faut pas fouler, hein. pas Très foulés, bon ouais. pour refaire le même film. Néanmoins, à la fin du film, il y a des séquences exclusives de Avatar De 2, Avatar notamment certaines que nous, on avait pu voir un tout petit peu en avance de phase de la presse, et qui sont il y a notamment 2 séquences aquatiques à tomber par terre. Donc si vous vous êtes breathtaking. Voilà. si vous vous êtes planté, restez jusqu'au bout. Ouais, Un restez au truc. moins. Alors, la rubrique d'aujourd'hui, évidemment, c'est le côté sur côté. On attend tout et n'importe quoi sur Avatar. Est-ce que, d'après vous, c'est un film qui mérite cette aura de film, l'un des films les plus vus au monde? Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis pour dire que son scénario est éclaté au sol? On va déjà se répartir. Alors, pas physiquement, mais en 2 camps. Je vais vous demander juste de vous répartir comme ça. Max, est-ce que Avatar est surcoté ou est-ce qu'il mérite son succès? Surcoté, ouais. Enfin, Surcoté. nuancé, mais voilà. Oui, non, mais bien sûr, mais on force un peu le trait, de toute Ouais. façon. Surcoté de ton côté, Juliana. Oh. Bah, moi, je vais dire côté nuancé, mais je vais être le pendant. On un est le côté petit nuance, peu, en fait, ici. Non, mais ouais, parce que. Donc vous n'êtes pas dans le même camp, si je comprends bien. On peut se retrouver pas loin, mais effectivement, là, pour, Sur pour la l'autoroute séquence, sur nous l'autoroute de la nuance, on va se retrouver. Centre gauche, centre droit, très bien. Mégane. Personnellement surcoté, mais de manière générale, je trouve pas qu'il soit si surcoté que ça finalement. Alors on va en parler. Et enfin, Johan. Pas du tout surcoté. Pas du tout surcoté, donc voilà, vous voyez un petit peu la couleur. N'hésitez pas à suivre le sondage qui vient d'être lancé par mon ami Paul. Et dites-nous si ce film est surcoté ou si il mérite vraiment son succès. Qui veut prendre la parole en premier et ouvrir les hostilités? Bah, allez, moi, je veux bien me lancer. Allez, bam. Je ne l'ai pas encore revu au cinéma, mais je dois avouer que j'ai très envie de revoir l'original au cinéma parce que je l'ai pas vu depuis des années. Je crois que depuis une diff télé, une vieille diff télé sur TF1 un dimanche soir. Mais En 4 parties avec des pubs au milieu. exactement. Trop bien. Donc très envie de voir si je vais retrouver les mêmes sensations qu'il y a tant d'années au cinéma et non pas les sensations que j'ai trouvées sur TF1. Mais en l'occurrence. Moi, là où je nuance, c'est que je dis côté parce que je trouve que c'est un spectacle qui nous a embarqués, qui nous a plongés dans un univers complètement fou, qui en plus est inspiré de beaucoup de choses, mais n'est pas une adaptation, qui a été une création de licence pure et qui a quand même marqué le cinéma en général par sa présence et par sa prestance, je vais dire. Là où je nuance, et je l'avais déjà dit sur ce plateau d'ailleurs, c'est que je trouve que scénaristiquement, ça reste une espèce de redite de Pocahontas avec un petit white savior saupoudré, mais je suis très curieuse de voir justement ce qui va être fait pour le deuxième, parce que en fait là, du coup, je leur accorde que sur le premier, on est sur une histoire qui a déjà été racontée, mais qui est un petit peu remise à une nouvelle sauce artistique et à une nouvelle direction artistique que j'ai beaucoup aimée. Mais ils n'ont pas droit à l'erreur pour le scénario du 2 pour moi. C'est ça en fait qui nuance de mon côté. Mais c'est très divisé sur le chat, puisque il y a 56% de gens qui pensent que Avatar mérite son succès, ce qui veut dire qu'il y en a à peu près 44% qui considèrent que c'est surcoté. Johan, droit de réponse.
Non, parce que bah, je pense qu'on est plutôt dans la même team, nous. Donc, Oui, non, mais parce que sur les scénarios, tu avais un point intéressant. moi, j'ai un point intéressant, c'est que j'ai demandé au producteur, je lui ai dit, je vais être en plateau avec des gens qui vont me dire c'est Pocahontas dans l'espace. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Il n'a pas répondu. Voilà, donc le monsieur a juste un Oscar sur son bureau, hein, il a produit Titanic. Et donc, On donne il a une des réponse Oscars pour à vous. n'importe qui, tu sais. Est-ce qu'on écoute John Lando nous répondre aux gens qui pensent que c'est Pocahontas dans l'espace? Bah oui, aussi, Allez, hyper on curieuse de l'écoute. savoir ce qu'il répond. Bah oui. Réponse en vidéo. Titanic was Romeo and Juliet on a ship. Et qu'on va traduire après. You know, someone once said there are only 7 stories Ce serait très drôle que that le have mec ever dise been allez told, vous faire foutre. and they're just told in different ways. And I think if someone sees something and they respond to it, they're universal themes. And I think if someone sees it as Pocahontas in space, or Dances in Wolves, or Braveheart, or a lot of people see it as different things. I think that's one of the great things that Jim does with his movies. People see it from their own personal perspectives and get something out of those movies on a personal basis. Alors, comment traduire Voilà, ça pour traduire un je résumé. rebondis juste une seconde. D'abord, on va ce qu'il raconte, redire ce qu'il a dit. Et après, Je traduis très rapidement, c'est qu'en gros, il dit il y a en gros 7 grands archétypes d'histoires qui sont racontés depuis la nuit des temps. Hein. L'humanité est une civilisation qui aime raconter des histoires. On est des storytellers. Et en fait, c'est les 7 mêmes schémas qui reviennent. Et notamment, il prend l'exemple, il dit à ce moment-là, oui, Titanic, c'est Roméo et Juliette sur un bateau. Et là, dans Avatar, vous pouvez voir du Braveheart, du Danse avec les loups, du Pocahontas. Il y a aussi des gens qui trouvaient que ça ressemblait beaucoup au dernier Samouraï, et c'est vrai. Et en fait, c'est des histoires qui se racontent et qu'on voyait chez... Enfin, c'est pas lui qui le dit, mais chez Joseph Campbell. Alors c'est ça, Voilà, c'est le héros 1000 visages de Joseph Campbell. C'est un bouquin. Le monobite. Voilà, sur en fait, effectivement, le fait que ça soit exactement les mêmes histoires qui sont racontées avec diverses versions, etc. Quand il dit que c'est Roméo et Juliette sur un bateau, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ou alors Juliette s'en sort vraiment très très bien pour le coup. Vit beaucoup plus longtemps sur le Titanic que dans la version de Shakespeare. Mais je trouve qu'il est un chouïa de mauvaise foi, parce que j'entends qu'on puisse raconter des histoires indéfiniment avec des nouvelles versions, des nouveaux angles, etc. Mais là, il y a quand même des tournants de scénario et du plot qui sont vraiment exactement les mêmes et qui touchent exactement les mêmes thématiques, quoi. Donc oui, bien sûr, il défend sa paroisse, et j'entends, et en même temps, il a bien raison, ce monsieur, il a un Oscar sur sa table, tant mieux pour lui. Mais quand même, il ne faut pas non plus pousser et se cacher derrière ça, parce que moi, je ne suis pas 100% d'accord. C'est un peu facile. Ouais, parce que c'est vrai que le mec, il est producteur du film. Il va pas dire oui. C'est vrai. On a tout copié. Là, on rejoint du coup Juliana sur l'aire d'autoroute de la nuance, c'est qu'on finalement on va être à peu près d'accord. C'est que oui, technologiquement, il y a rien à redire. Enfin, le truc, c'était une révolution. Mais tu dis, James Cameron, il a quand même fait 15 ans. Enfin, c'est un projet qu'il a porté pendant 15 ans. Tu dis, t'aurais quand même pu rebosser un peu l'histoire. Et surtout, moi, ce qui m'avait fait marrer à l'époque de la sortie, donc en 2009, il dit, c'est une histoire qui m'est venue dans un rêve il y a 15 ans. 15 ans avant, on est en 1995. Qu'est-ce qui sort en 95 ? Pocahontas. À un moment, je pense qu'il faut arrêter de se foutre un petit peu de nous. Et c'est ça, en fait, moi, mon gros regret sur le film, c'est qu'il mérite son succès en salle, parce que oui, évidemment, c'était un spectacle, c'était une révolution, c'est qu'on nous a annoncé vraiment quelque chose de jamais vu, et c'était le cas. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rendu visuel, parce que je connais des gens qui disent, je trouve les personnages moches, et ça peut s'entendre. Mais c'est dommage, parce qu'en fait, tu te dis, si t'as pas une bonne histoire derrière, en fait, tu te retrouves avec ce que Scorsese dit des films Marvel, c'est que c'est juste des attractions. C'est que tu te dis, pourquoi c'est pas un truc que tu vois à la Géode ou au Futuroscope ? Parce que oui, la 3D est super, parce que tu nous dis sur les scènes aquatiques, rien qu'en voyant le teaser, je me suis dit, si les scènes aquatiques sont réussies, ça va être extraordinaire. Mais si t'as pas l'histoire derrière, tu dis, c'est une belle attraction. Et c'est là où je nuance ta nuance. C'est que, certes, le scénar a quand même des bons piquets qui slalom, etc. Mais il y a quand même pas mal d'émotions, et tu ressens quand même pas mal de choses. Dans mon souvenir, mais je ne l'ai pas revu une fois de plus depuis quelques années. Mais je m'attends, en tout cas, avec ce revisionnage, à avoir quand même un peu d'émotion pour les persos, je l'espère. Mais Mégane... Mégane n'est pas d'accord sur l'émotion. Pas d'émotion pour Mégane. Non, mais en fait, ça me conforte dans mon idée quand même la jauge du chat qui est très divisée comme ça sur côté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, de manière générale, je le trouve pas si surcoté que ça, parce que j'ai l'impression qu'avec le recul, les gens se rendent compte quand même de l'arnaque que c'est Avatar. Ah oui. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse, qu'il y a eu il y a eu son succès, qu'il a été très décrié après. Et que là, les gens sont en train de le réapprécier. Mais là, depuis la ressortie. Ouais. Oui, depuis la ressortie, mais je veux dire mettons la ressortie à part, mettons la sortie de Avatar 2 à part. Si on prend le produit Avatar tel qu'il est, j'ai l'impression quand même qu'avec les années, il y a eu une baisse de
de considération pour le film et je rejoins totalement Max sur le fait qu'au niveau des prouesses techniques, il n'y a absolument rien à redire. Ça a été une révolution pour le cinéma, pour l'industrie hollywoodienne. Ça, il n'y a personne qui peut remettre ça en cause. Tout le travail qui a été fait sur ce film, personne ne peut le remettre en cause. En revanche, effectivement, t'as beau être un spectacle formidable, s'il n'y a pas l'histoire qui suit derrière, tu ne peux pas être un chef-d'œuvre ou tu ne peux pas être un film qui va marquer... j'ai pas l'impression qu'Avatar te marque autant que d'autres films ont pu marquer ta jeunesse. Il y a des films comme ça qui te suivent, avec lesquels tu grandis, que tu prends plaisir à revoir, avec lesquels tu as des nouveaux niveaux de lecture quand tu les revois, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, quand tu es adulte, quand tu as des enfants, à tous les passages de vie. Et Avatar, pour moi, ce n'est pas ça. Je l'ai revu. Quand est-ce que je l'ai revu ? Je l'ai revu quand j'avais Sur peut-être TF1 Sur TF1, sûrement. il y avait tout pour les lessives et pour les voitures. Sûrement. Non, mais je l'ai revu il y a quelques années, et donc il y avait quand même un gap de 10 ans entre la première fois que je l'ai vu et la deuxième fois. Et rien. Pour moi, il ne se passe rien. Il manque. C'est un film qui manque d'âme, c'est un film qui manque d'étincelles, c'est un film qui manque d'émotion, d'humanité. Et c'est quand même triste pour un pitch pareil. Et je me suis jamais laissée embarquer par l'histoire. Et je trouve ça tellement dommage parce que l'univers avait tellement de quoi être développé. C'est un goût de dommage, je trouve, ce film, en fait. Il aurait pu tellement faire quelque chose de beaucoup plus fort, James Cameron. Et je dis ça avec grande gentillesse, alors que je suis pas du tout fan de l'univers de James Cameron. J'aime pas Titanic, par exemple. Désolée. Après, ça reste Roméo et Juliette dans un bateau, quoi. Voilà. Oui, voilà. Bon, Avec là, Juliette, ils s'en sortent mieux. Mais et bon. en plus de ça, on rigole. C'est vrai qu'on exagère un peu sur le côté Pocahontas dans l'espace, etc. Après, bon, moi, Pocahontas, c'est un de mes Disney préférés, donc forcément, tu t'attaques à un de mes Disney préférés, on va pas être copains. Mais ça, j'exagère le trait à fond là-dessus. Mais ouais, j'ai pas l'impression que Avatar a cette âme assez forte pour marquer autant sur toute la durée d'une vie d'un être humain. Moi, c'est En matière cinématographique, j'ai pas cette impression-là, comme pourrait l'avoir un Star Wars, comme pourrait l'avoir plein de films des années 80 ou des années 90. J'ai pas l'impression que Avatar a ça. Mais après, je ne parle que pour moi, évidemment. Non, moi, c'est pour ça que je l'ai pas revu depuis le cinéma, parce que je me dis, au cinéma, évidemment, il y avait les lunettes 3D pesaient 15 tonnes. Mais quand même, il y avait quand même un truc vraiment que tu vivais, et je me dis, si t'enlèves le côté spectacle, que tu es sur ta télé, devant TF1 en plus, j'ai peur que vraiment les défauts me sautent encore plus aux yeux et que vraiment je le réévalue à la baisse. Quand même, on laisse beaucoup de choses de côté. La musique, elle est vraiment très très belle aussi. Enfin, je trouve que les comédiens, le comédien principal, j'étais pas à 100%, mais je trouve que ça fonctionne en fait. Enfin, les comédiennes sont super. Enfin, il y a quelque chose moi qui m'emporte assez, mais c'est marrant parce que Enfin, je réalise d'ailleurs que Pocahontas et Avatar ne se terminent pas pareil non plus, hein, donc mes excuses là aussi. Mais en l'occurrence, tu parles des films que tu revois de ton enfance et où tu vois des niveaux de lecture différents et tout. Il y a aussi des films qu'on revoit de son enfance et on se dit « Waouh, j'adore ce film », mais ça a pris un sacré coup de vieux quand même en 10 ans ou même en 20 ans, ou j'en sais rien. Et là, je suis quand même assez bluffée de revoir un film qui quand même a commencé à dater, même s'il a été remis au goût du jour. Il y a une petite upgrade là quand même. Ouais, mais je trouve que même quand je l'avais vu à la télé, en fait, ça envoie quand même un truc, quoi. Enfin, j'avais pas l'impression de me dire, oulala, ça a pris vraiment, vraiment très très cher dans la gueule. Et là où je comprends qu'il n'y ait pas ce degré de lecture ou de double lecture, etc., moi, je trouve ça balèze de l'autre côté, justement, de se dire, waouh, ça n'a pas pris une ride quand même dans les effets visuels et dans la façon. Après, ça reste un gros film, c'est un film long, c'est un blockbuster un peu entertainment, quoi. Enfin, il y a des piquets et on y va, mais franchement, je serais plus douce à ce niveau-là, avec le film. Voilà. Pour conclure, puisqu'il faut qu'on enchaîne avec la suite, bien entendu. Personnellement, j'ai eu la chance de le revoir, invité par Monsieur Yoann Sardy, rédacteur en chef de Allociné, en 4DX dans la salle du Pâté Beaugrenelle, donc dans les conditions optimum. Vous savez, c'est là où on a les petits sièges qui ont un bouton, où on se met comme ça, on a une petite tablette. De la même façon, C'est là que j'ai vu Top ici. Gun Maverick, je me suis fait j'étais voilà. contre le siège. Ouais. Et comme on avait cette émission que je suis arrivé un peu tard, j'étais au premier rang. Donc vraiment, je l'ai pris dans la tronche, mais à un niveau. Ah ouais. Mais Voilà. littéralement. Pour lire les sous-titres, tu fais comme ça. Hein, voilà. Roland Garros. Et j'étais pareil, moi, Avatar, c'était pas un truc plus que ça, alors que pourtant j'aime beaucoup la cinématographie de Cameron. Et je l'ai totalement pris dans la gueule, mais plus encore qu'à l'époque. Et pourtant, je l'ai vu en 3D au cinéma. Quand il est sorti en 2009. Le scénario, je m'y attendais. Donc, j'ai pu mettre de côté ce que je savais
m'attirerait moins. Et là où je le trouve particulièrement intéressant, en dehors de la technique qui a été tout refait en 4K HDR, tout ça machin, c'est incroyable comment il s'inscrit aujourd'hui dans les thématiques qui intéressent les gens. Et ça, c'est hyper fort en fait que ça ressorte là et que la suite arrive. Donc ça n'a pas marqué peut-être l'inconscient collectif, et je suis complètement d'accord avec toi, mais peut-être que justement d'avoir cette ressortie du 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, peut-être que la nouvelle génération, ça va être leur Harry Potter. Alors peut-être que c'est un film qui est sorti trop tôt. Et non, mais peut-être moi j'allais juste conclure là-dessus, c'est que parce que donc moi je suis dans la team côté, non c'est peut-être que oui il y a eu trop de temps entre les suites, c'est-à-dire que si tu regardes le premier Star Wars, si on parle de Joseph Campbell, c'est quand même assez simpliste le premier Star Wars, au-delà de l'univers que ça pose, c'est voyage initiatique, le mec le héros, et en fait tout le monde met Star Wars tout en haut parce qu'il y a l'Empire contre-attaque, et d'un coup on fait ah ouais ça va vachement plus loin dans la relation avec son père machin, et en fait si Avatar 2 était arrivé peut-être 2 ans après, il n'y aurait pas eu 13 ans de traversée du désert où on dit ouais c'est Pocahontas avec des bonhommes bleus et on s'en fout, et donc là en fait d'avoir le 1 sur TF1 et le 1 qui était un premier chapitre très accessible, un peu on ouvre le livre de contes et on dit bienvenue sur Pandora, on va vous raconter des histoires, et en fait là surtout leur approche sur les 2, 3, 4, 5, donc là ils ont tourné, ils nous ont dit le 2, le 3, un bout du 4, et ils vont entamer la fin du 4 et le 5, c'est qu'en fait ça parlera de plein d'endroits différents de la planète, et qu'en fait le petit bout qu'on a vu là dans le 1, c'est juste un petit bout de plein de communautés, de plein de cultures différentes, de plein de lieux, et qu'en fait on va découvrir plein d'histoires dans ce monde-là, et donc en fait, et qui vont sans doute aller beaucoup plus loin que le chapitre d'entrée en fait. C'est vrai que les thématiques effectivement sont ultra actuelles, enfin c'est quand même une fable un peu écolo là-dedans, qui aujourd'hui, vu l'avenir de notre planète, et on ne peut plus. Après, c'est pas des thématiques c'est des thématiques qui ont toujours existé, qui ont toujours été traitées. Et c'est vrai que, par exemple, la nouvelle adaptation de Dune, elle sort au bon moment aussi. Elle est sortie au bon moment aussi. Totalement, voilà. J'ai eu le même écho que toi en fait de cette projection. J'ai un pote qui était aussi et qui a dit ouais j'ai pris la claque que j'avais pas prise en fait en 13 ans. Donc du coup, c'est vrai que ça intrigue beaucoup en fait d'avoir cette nouvelle version. Avatar, faites-vous votre avis. On vous conseille d'aller au cinéma dans des bonnes conditions le voir, mais c'est aussi dispo en Blu-ray, évidemment, ou en DVD. En attendant, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec notre dossier de la semaine. Les séries sont-elles trop longues? Jingle. Alors on vous a demandé de faire des petits devoirs et de venir chacune avec une série une trousse comme ça. Que vous avez aimée, mais que vous avez trouvé au final, alors j'allais dire sur le côté non, qui n'a pas su s'arrêter au bon moment, qui a prolongé. Et on est en septembre et toutes les séries à rallonge se sont relancées. Ah, c'est pas un prompteur que tu me fais là, c'est écrit pas assez vite. Il a lui aussi le prompteur. Voilà, c'est la rentrée des séries et il y a évidemment des énièmes saisons pour tout ce qu'on voit des fois depuis plus de 30 ans. Et puis avec des épisodes qui durent 1h15 des fois, où déjà c'est un peu compliqué. Parfois donc, même ça dure 2h30 même. Je vous propose à chacun et à chacune de me parler de votre doudou qui est devenu votre dégoût. Et on commence par toi, Johan. Très bien. Eh ben moi, je ne sais pas un peu sans surprise parce qu'en fait, on s'en parle à chaque rentrée. C'est Walking Dead. Ah oui. C'est-à-dire que si c'était pas, c'est la raison d'être de ce sujet. Exactement. Donc c'est la série morte vivante qui continue de sa belle vie, jusqu'à sa belle mort. Donc on va enfin avoir la fin à partir du mois d'octobre là. Et c'est vrai que c'est une série qui, je pense, a connu l'apothéose avec la scène de la batte. Avec Negan, même un petit peu avant, ça commence à être compliqué. Le truc de Negan relance un peu, et puis depuis, on regarde des gens marcher dans un univers post-apo, ne plus avoir du tout peur des morts-vivants, qui étaient censés être quand même un point important. Là, ils sont quasiment plus là. Voilà, ils sont là, on leur donne un coup dans la tête, on avance. Les espèces de monstres humains, parce que normalement les morts-vivants sont censés faire ressortir ce qu'il y a de pire en nous et être juste des catalyseurs. C'est plus très très intéressant. Et donc sur cette série-là, on attend la fin avec Daryl qui erre un peu comme un zombie aussi. Avec ses cheveux sales. Il a un chien, il se lave pas. Il a une arbalète. Moi j'ai lâché, donc. Moi je continue. Tu continues par une espèce de fidélité débile. Et puis à ce moment, tu dis j'ai quand même tenu 10 saisons, je vais pas lâcher sur la dernière. Exactement. Mais là où je nuancerais en fait, c'est que je suis totalement d'accord que la série est beaucoup trop longue, mais à la rigueur, depuis le départ de Rick, je trouve que il y a du mieux. C'est pas redevenu passionnant, mais c'est un peu mieux parce qu'en fait, avant Rick, comme c'était le leader, tout passait par lui. C'est-à-dire que les autres en fait savaient rien. Là, ça a un peu été réparti, donc c'est un peu mieux. Même si je suis d'accord que Daryl, il sait plus quoi. C'est un peu le nouveau Rick. En fait, mais c'est-à-dire que là, moi, c'est plus les saisons genre 4, 5, 6, 7, 8
qui était vraiment pénible, où j'ai vraiment failli arrêter. Et je trouve que depuis, ça s'est un peu amélioré. Mais la série, de toute façon, est beaucoup trop longue. Mais c'est dans le milieu que j'aurais coupé, pas dans la fin. Et on a et au-delà de ça, on a dans tout ce qu'ils ont essayé en termes d'univers étendu, que ce soit Fear the Walking Dead, où on ne comprend pas où ça va. Ça part, on te dit on va te raconter les débuts de l'épidémie, et puis après tu te retrouves au Mexique, puis après tu te retrouves sur un barrage. On ne comprend rien. T'es en parallèle après avec la série il y a le truc avec les ados Beyond Walking Dead. Au bout d'un épisode et demi, t'as envie que tout le monde meure. Il n'arrive pas avec cette qui pourtant est un comic book, une matière première phénoménale. Et voilà, il est temps que ça s'arrête. Il y a eu Tales from the Walking Dead qui vient de donc là c'est plutôt des épisodes unitaires qui racontent des histoires un peu parallèles autour de l'univers. Il y en a 2 sur 6 qui sont 3 films, on va dire. Hein, je sais pas. Ça fait un peu. J'ai lâché Voilà. Walking Dead. Et après il y a des énièmes spin-off, 3 films avec Rick et tout ça. Il est peut-être temps qu'on arrête et qu'on donne la place à Last of Us, qui va peut-être nous emmener avec beaucoup plus d'émotion et d'intérêt dans un univers post-apo. Lisez les comics Walking Dead. The Walking Dead, ouais. Alors tout le monde est d'accord pour dire que Walking Dead aurait dû s'arrêter il y a déjà un moment. Moi j'ai arrêté en saison 2 ou 3, je crois. Ah ouais. Donc, dès la 2, ça patinait déjà un peu. La 3 était super, et après... En fait, c'est une série étrange parce que tu te tapes énorme... C'est vraiment une des premières qui a eu un découpage de saison très très marqué. Genre même pour un spectateur, c'est visible. On a un season première qui donne envie, qui accroche. En plus, t'es Darabon. Oui. Après, on a un ventre mou jusqu'au mid-season. Là, ça revient un peu. Ensuite, on a un autre ventre mou et un climax pour la saison d'après. Et ça a vraiment été ça pendant 7-8 saisons. La saison 8, même pas. La saison 8, il y a au moins cet épisode-là, et même pas. Enfin, tu sentais qu'ils avaient pas un affaire. Et c'est dommage parce que même dans les moments où c'était un peu déjà compliqué, il y avait des fois un moment de bravoure. Il y avait un épisode qui sortait comme ça du chapeau, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est un peu comme quand tu entretiens une relation avec quelqu'un d'un peu pas toxique, mais un peu nul, quoi. Tu vois, genre, le tu te dis rapport. toujours... Mais non, mais tu te dis toujours pourquoi je suis là, pourquoi je reste, et après au bout d'un moment, tu fais là, il est pas mal, là. Mais oui, non, mais en fait, non, il faut partir, il faut arrêter, hein, c'est... Dans un tout autre registre, Max, tu voulais nous parler de quoi? Ouais, d'une de mes séries préférées qui s'appelle That 70's Show, donc qui était une sitcom donc, qui a été diffusée aux États-Unis entre 1998 et 2006. Il y a eu 8 saisons, 200 épisodes, et c'était l'histoire d'une bande d'ados aux États-Unis dans les années 70, d'où le titre That 70's Show. Et tu voyais un peu, c'était à la fois vraiment une série de potes un peu à la Friends. D'ailleurs, c'était diffusé en même temps que Friends en France. C'était une histoire de passage à l'âge adulte, et en même temps, tu avais aussi cette vision des années 70 avec un regard des années 90, donc il y avait quand même un décalage en fait qui marchait très bien. Et surtout, donc c'est une série qui a révélé pas mal de jeunes acteurs, dont on les voit ici, donc Topher Grace qu'on a vu depuis dans Spider-Man 3 notamment, qui jouait Venom, Laura Prepon qui a été une des stars de Orange is the New Black, il y avait Mila Kunis également, et il y avait surtout Ashton Kutcher, donc qui très vite s'est imposé comme la star de la série parce qu'il jouait le rôle du neuneu de la bande, mais qui était le plus rigolo, malgré lui souvent. Et voilà, le succès de la série a fait que forcément ça a créé des sollicitations. Je parlais de Topher Grace dans Spider-Man 3. Ashton Kutcher a été très demandé, et ça fait qu'au bout d'un moment, certains acteurs ont commencé à s'absenter plus ou moins longtemps de la série. Et le problème, c'est comme la série reposait beaucoup sur leur équilibre, par exemple, de la même façon que t'enlèves un des 6 en Friends, c'est plus ça compliqué. un peu bancal. La saison 8, donc qui est la dernière saison de That 70's Show, est un peu décevante. Il y a des trucs qui fonctionnent bien, mais là, c'est le moment où Eric, joué par Topher Grace, est parti. Ils ont trouvé un autre personnage pour le remplacer numériquement, mais ça marche beaucoup moins bien. Et donc tu dis, c'est con. Il aurait fallu en fait s'arrêter avec tout le monde, même si tout le monde revient pour le final, plutôt que de faire une saison en plus. Alors évidemment, sur la demande de la chaîne qui diffuse aux États-Unis, puisque il y a aussi cette question-là, c'est cette question de remplir une grille. Mais ils auraient dû s'arrêter en fait au moment où ils étaient à leur apogée, au moment où tout fonctionnait bien avec toute l'équipe, parce que la saison 8, aussi sympathique soit-elle, en fait, tu te dis, c'est dommage. C'est que tu aurais pu avoir un truc quasiment parfait et tu te loupes parce que tu as essayé de continuer à bout de bras alors qu'il y avait des gens qui étaient déjà partis. That 70's Show, est-ce que vous avez le même sentiment que Max? Est-ce que vous avez suivi cette série? Moi, j'avais regardé les débuts et j'aimais bien, mais j'avoue, je suis pas allée aussi loin dans cette série. Après, moi, ça m'émeut un peu en tant que scénariste parce que c'est vrai que souvent, tu dépends aussi du choix de tes comédiens et il y a une part de l'équipe qui, à mon avis, a aussi envie de se dire on va essayer parce que qu'est-ce qu'on a à perdre au final? C'est pas parce qu'il y en a un qui s'en va que ça ne va pas marcher. Alors, parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Et je pense que, hélas, il y a
qu'un seul moyen de voir si ça fonctionne ou pas, c'est parfois de tenter les choses. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'ils ont tenté de faire. Et effectivement, ça marche pas à tous les coups. Dans le cas de Topher Grace, alors c'était pas vraiment le héros de la série, mais en fait tout se passait beaucoup dans le sous-sol de sa maison. Et donc il y avait aussi sa relation avec ses parents, avec son père qui un dialogue sur 2, parlait de lui foutre un coup de pied au cul. Donc du coup, tu perdais cette alchimie-là aussi, parce que l'autre personnage qu'ils ont pris pour le remplacer, c'était pas du tout son frère. Ouais. Donc toi, tu perdais aussi un des éléments centraux de la série. Donc c'est et des gimmicks et tout ça. Ton héros. Je suis d'accord avec toi que ça vaut le coup de tenter, mais il y a un équilibre en fait qui s'effondre. Mégane, t'avais suivi un peu ou pas du tout? Johan? Je crois que j'ai pas vu une image à part celle-là. et du coup, je me dis, Myla Kunis, on dirait Jenna Ortega, c'est incroyable. Ouais, il y a un air. Qui avait 14 ans au moment du casting. Et en fait, elle a menti sur son âge pour le passer. Elle a fait quand il avait 16 ans. Alors, autant pour Walking Dead, le chat était complètement d'accord pour dire que c'était trop long. Là, 70% les gens trouvent que ça va au final. Tu vois, donc. Parce qu'il y a qu'une saison un peu moins réussie que les autres. Pour ça, je disais c'est une de mes séries préférées parce que t'es passé à une saison près de la perfection. De ton côté, Mégane, Grey's Anatomy, stop ou encore? Stop. Il faudrait vraiment s'arrêter. Stop depuis combien de temps, surtout? Depuis très longtemps déjà. Voilà, parce qu'on en est quand même à la 18e saison de Grey's Anatomy. Alors, on en est à la 18e saison de Grey's Anatomy. Elle a été renouvelée pour une 19e, mais là, on est en plein dans la 18e. Donc 18 saisons là déjà produites. Épuisé rien que d'en parler. Ouais, non, c'est épuisant. Déjà, c'était quoi le pitch? Alors, le pitch de Grey's Anatomy, donc déjà pour moi c'était le renouveau des séries médicales, vraiment, donc série créée par Shonda Rhimes. C'était la nouvelle Urgence. Voilà, une version d'Urgence très moderne. Donc on suivait Meredith Grey, donc qui est une jeune interne qui arrive à l'hôpital pour faire son internat, et en fait sa mère est une chirurgienne très réputée, et en fait elle va se retrouver dans un service où l'ombre de sa mère plane un petit peu sur elle, et elle va se lier d'amitié avec des collègues internes. Elle va pour gravir les échelons, devenir ensuite elle-même chirurgienne. Voilà, donc c'est la vie d'interne. Au début, c'est la vie d'interne et de leur chef de service dans un hôpital à Seattle. Et c'était si jeune. Non mais il y a 18 ans quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut, c'est de se dire 18 ans. Non mais c'est fou, 18 ans. Ouais. Non mais même moi ça me rajeunit pas, c'est honteux, c'est horrible. Parce que moi je regardais ça avec mes parents quand ça passait sur TF1 à l'ancienne. Avec Avatar du coup. Avec Avatar, voilà. À l'ancienne. Non mais ils étaient si jeunes. Et en fait non, ce qui était super bien avec cette série à ses débuts, c'était le côté très choral, très copain, très jeunes actifs en fait. Et, on a très peu de séries finalement sur des jeunes actifs. C'est toujours soit au lycée, soit déjà bien établis dans la vie avec des gosses quasiment à la bague au doigt, etc. D'ailleurs, regardez Industrie si vous voulez regarder une très bonne série sur des jeunes 2 saisons sur OCS, Industry, excellente série de jeunes actifs justement dans le milieu de la banque. Mais donc du coup, Grey's Anatomy, c'était vraiment pour moi ultra moderne, ultra rafraîchissant, casting super diversifié, des personnalités totalement différentes qui se complétaient vachement bien. Il y avait beaucoup d'humour, c'était punchy. Enfin, il y avait vraiment des vraies failles et des vrais défauts chez les personnages. Exactement. Il y avait une vraie énergie, une vraie sincérité, je trouvais, dans Grey's Anatomy. Et puis après il y a eu des départs, il y a eu des morts, il y a eu des accidents, et puis c'est devenu un running gag, un accident d'hélicoptère, un volcan qui est machin, un avion qui se crache, des loups, un dragon, une bombe. Ça, c'est souvent des scénaristes en burn-out. Voilà, je pense. Un tueur en série qui débarque. Enfin, on est parti dans des trucs mais totalement what the fuck. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je sais pas pourquoi ils continuent. Alors, je sais que ça fonctionne encore un peu aux États-Unis sur ABC. Mais de toute façon, je pense que tant que l'interprète de Meredith Grey sera là, ça va continuer. Mais je veux dire, il y a tous les meilleurs personnages qui sont partis, clairement. Je n'ai aucun intérêt pour les nouveaux personnages. Ils ont l'air très gentils, très sympathiques, mais ça ne vaut pas Christina, ça ne vaut pas Derek, ça ne vaut pas Alex, ça ne vaut pas Izzy, ça ne vaut pas... c'est tellement dommage, alors qu'elle était super bien, cette série. Après, maintenant... ça a relancé du coup les séries médicales. On s'est retrouvé avec des ressucés de Grey's Anatomy, Urgence et tout machin. Chicago Med, je sais pas quoi, Med, Hospital, machin, nan. Good Doctor, je sais pas quoi. Il y a les spin-offs aussi de Grey's Anatomy, Section 19. Oui, tout à fait. On est à plus de 92% d'accord avec toi. Ah, merci. Je suis pas la seule épuisée. Les premières saisons... Mais les premières saisons, c'est du génie. Moi, je chialais. Ça passait le mercredi ou le mardi. Je chialais tous les mercredis. Parce que ces personnages étaient déchirants. Et puis à un moment, ça part en vrille. De toute façon, moi, j'ai un peu lâché au moment où Derek est mort.
Après, j'ai su. Spoiler. Alors, c'est bon, attends, sur 18 ans, ça va. Hein. Sur 18 ans, ça va, il y a prescription. Ah, mais tu cachais Non, le mais dos. sur 18 ans, il y a Non, non, mais c'est quand même, désolé. C'est une petite blague. Merci beaucoup, parce que quand même, 18 saisons. Donc ouais, non, après, j'ai regardé un peu de manière disparate comme ça, et puis là, j'ai complètement lâché, je ne veux plus entendre parler de Il y cette a un série. chien médecin. Comment ? Il y a un chien médecin. C'est possible, Une j'en sais série rien. avec un chien médecin. Ah oui, je crois que c'était en possible. c'était en Grey's Non, Anatomy. pas dans Grey's Anatomy. C'est mais- Airbud, mais avec les possible. médecins. Mais en Airbud, tout chien cas, ouais, docteur. non, c'est une série qui aurait dû s'arrêter il y a bien longtemps, et c'est vraiment dommage parce que les C'est débuts de un la série docteur. étaient Oh. brillants. Et- Vraiment. Et aussi, ils sont un peu piégés par leur titre, parce qu'en fait, Grey's Anatomy, Bah au ouais. départ, c'est comme elle, c'est le personnage central, c'était l'anatomie de ce personnage. Ouais. En fait, Eh de oui. ses failles, voilà, c'est un. Et puis à un moment, quand tu appelles ta série sur le nom d'un Eh personnage, oui. soit elle peut plus se barrer, soit à un moment ils ont fait venir sa petite sœur qui finalement est Oui. repartie. Eh Maintenant, Bah non, l'autre- elle est morte. oui, elle est. Enfin, Et oui, l'autre de- je voulais pas l'autre, il y a- spoiler, on ah est dans oui. nos spoils. Mais il y a prescription. Mais et donc maintenant ils ont rebaptisé l'hôpital le Grey Hospital, donc comme ça si jamais Le elle se Grey barre, Sloan voilà, ils ont quand Hospital. même une petite un moyen de garder le titre, mais ils sont piégés par ce titre qui fait que tout est lié à Et beaucoup de Meredith. séries sont piégées par leur et en- titre voilà. comme ça. Je vous invite à faire une petite rétrospective dans votre tête et vous Effectivement. rendre Et compte sachant que... qu'elle, en plus, elle avait un arc intéressant au début, mais là, j'ai l'impression qu'elle Elle est tourne elle est en en rond. boucle depuis Elle 10 tourne en saisons. rond. Un arc narratif. Non, pas Ah, une arc. ouais. Mais c'est vrai que. C'était Et, rebelle, Et en fait, chez les elle en médecins. devient, c'est pas sa faute, elle aime Pompeo, mais son personnage en devient insupportable. Parce que quand tu tombes dessus, Insupportable. antipathique, parce que tu dis, en fait, tu fais tout le temps la même chose, tu es Ouais. dans une boucle temporelle, on dirait. Donc c'est un peu. Voilà. c'est- Ouais, Grey's ça Anatomy. me rend triste. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord. Too much. Oui, too much. Autre Too much. série, Stop ou encore Once Upon a Time, Juliana. Ouais, Once Upon a Time. Alors, série très chère à mon cœur, puisque, bon, bah, moi, très fan de Disney en général, des contes de fées. Et là, je trouve pitch de génie, parce que vraiment, saison 1, alors, donc, série de network avec des épisodes un peu du semi-bouclé, c'est-à-dire que à la fois, on suit une grande histoire sur toute la saison, et en même temps, à travers les différents personnages des contes sur la première saison, on a aussi des choses qui sont assez indépendantes les unes des autres. Donc, pour vous repitcher, si vous ne l'avez pas vu, les personnages des contes de fées classiques ont été piégés par une malédiction dans notre monde, dans une petite ville des États-Unis. Ils ont complètement oublié qui ils étaient. Il y a donc ce petit garçon qui va aller chercher donc sa mère biologique à New York, et qui va lui dire: il n'y a que toi qui peux briser cette malédiction, parce que ma mère adoptive, c'est la méchante reine dans Blanche-Neige, et moi je sais tout parce que j'ai le livre de contes. Et en gros, on a une espèce d'incursion dans cette petite bourgade des États-Unis, très très fermée en fait, où l'institutrice, ça va être Blanche-Neige, mais elle a oublié, et bien sûr le prince est dans le coma, il est à l'hôpital. Il y a tout un jeu en fait de parallèle entre les histoires des contes et les histoires de ces personnages qui du coup se réinventent complètement dans la série. Et à la fois, il y a une espèce d'incursion de la magie et de la malédiction tout au long de la saison. Comment se débarrasser de ça ? Ça, c'était la première saison, qui était vraiment, moi, je trouve super. Même à revoir aujourd'hui, je la trouve particulièrement maligne. Et il se trouve que, comme dans tout univers étendu, le conte de fées étant vraiment quelque chose... D'ailleurs, je vous conseille la bande dessinée Fable, si vous ne l'avez pas lu, mais... Le conte de fées étant quand même l'univers étendu par essence, et en plus c'est ABC, donc c'est très proche de Disney et tout ça. Et donc nous avons eu des saisons qui se sont aventurées dans d'autres univers au-delà de la ville. Nous avons une saison sur l'île de Peter Pan, qui n'était pas inintéressante d'ailleurs, avec un Peter Pan enfin dépeint comme le psychopathe qu'il est. Et la Reine des Neiges qui s'est pointée. Il y a eu la Reine des Neiges. On a eu même une saison sur c'était le roi Arthur, carrément, où on passait en mode chevalier. On sent que vraiment les scénaristes... Il y a une saison Hercule avec Hadès également, en prise de vue réelle. On est allé très, 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 très loin dans l'univers étendu. Je vous avoue que j'ai tout vu, parce que j'ai passé de longues soirées d'hiver à une période de ma vie où j'ai tout maté, quand c'était sur Disney+. Et ils ont carrément, et je trouvais ça presque plus intéressant, la dernière saison, même si elle est ratée, ils ont fait un saut dans le temps de, je sais pas, au moins 15 ans, je crois, un truc comme ça, où le petit garçon qu'on voyait était finalement devenu adulte, et où il y avait une malédiction, mais avec d'autres variants, d'autres princesses. Donc on a une Cendrillon à moto, dont lui, il est tombé amoureux. Et en fait, on explorait les contes, mais à travers plein de pays différents aussi, selon leur version, comme s'il y avait plusieurs versions de Cendrillon ou plusieurs versions de La Belle au Bois dormant, etc. Mais et là, ils l'ont mis carrément dans un univers très très urbain, dans une ville type, pas New York, mais presque. C'est un truc genre Seattle. Je crois que c'est ça. Et c'était pas inintéressant finalement de mixer ces choses-là.
mais le public n'était plus au rendez-vous et surtout l'arc de l'héroïne, donc qu'on a vu qui était la mère biologique, du petit garçon, était terminé et il y avait une partie du cast qui était quand même un petit peu moins présent, on va dire, sur les dernières saisons. Combien de saisons au total, pardon ? Je crois qu'il y en a 7. 7. La 7e étant celle avec les 15 ans de plus, 10-15 ans de plus. À 66%, le chat est d'accord avec toi. Ouais, non, mais voilà, mais beaucoup d'affection pour cette série, donc et en même temps, non, mais il faut stop. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et j'étais un peu triste pour eux parce que je me dis, on sentait que l'envie était là et parfois ça ne suffit pas. Il y avait un super pitch aussi. Après, si pitch, t'aimes les fonds verts, t'es oui, bien. c'est vrai. Et spin-off Once Upon a Time in Wonderland, qui était dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, où il y a eu des crossovers. Avec vraiment. Iggy Pop en chenille. Ah ouais. Non, mais si vous aimez les fonds verts et les vieux effets visuels, un peu série sci-fi, pardon, désolé, mais horribles, ça fait mal aux yeux, quoi. Et je pense que c'était devenu aussi une des raisons pour lesquelles on continue à regarder, c'est tu le prenais avec du recul en le disant ça va être visuellement dégueulasse, mais tu sens qu'ils faisaient. Ça se trouve, en fait, ils en jouaient, en fait. Alors, de mon côté, puisque j'ai participé avec vous à ce petit débat, j'ai aussi une série avec des effets spéciaux dégueulasses. Et pourtant, j'aurais dit encore. Je voulais vous parler de Supernatural. Oui. Voilà, parce que j'ai un affect incommensurable pour l'univers de cette série. Et en fait, je suis plutôt déçu de la fin. Évidemment, le scénario principal s'arrête à la saison 5-6, un truc comme ça. Et Kripke, le créateur qui est parti faire The Boys depuis, avait un petit peu tout raconté. Et après, on est dans le même syndrome que Dragon Ball. C'est quand tu fais ça, tu pètes une planète. Comment tu construis de nouveaux méchants qui sont crédibles, etc. Quand tu as laté Lucifer, c'est un peu compliqué. Alors, ils ont réussi, ils sont allés plus loin, puisqu'ils ont affronté Dieu à la fin. Donc, ni plus ni moins. Mais c'est une série qui, je trouve, avait une mythologie qui était plutôt bien amenée, en reprenant au départ pas mal de légendes urbaines et en les réunissant en une seule logique commune, etc., avec des puissances, l'enfer, le paradis, on va sous les clichés évidemment. Mais voilà, il y avait cette relation entre ces deux frangins et tous les gens qui gravitaient autour, qui moi me parlaient beaucoup. Il y avait ce côté, boire une bière sous le capot d'une bagnole en écoutant du gros hard. Ça réinventait pas la poudre, mais il y avait quelque chose d'assez jubilatoire dans cette relation qui parfois a réussi à vraiment m'émouvoir dans certains épisodes. Et en fait, le problème, c'est que comme on était sur CW, en l'occurrence, on avait un budget limité. Et ce budget limité a entraîné au fur et à mesure des saisons à avoir de moins en moins de personnages, parce qu'évidemment il faut des ressorts dramatiques, et donc il faut élaguer, tuer des gens pour créer des mouvements de waouh. Et à la fin ils étaient vraiment plus que deux, ou quasiment. Ils étaient 3-4. Voilà. Après c'est une série qui se permet de faire faire ressusciter comme dans les comics un petit peu dans tous les sens. Mais malgré tout, quand la série s'arrête, moi je fais partie de ceux qui sont déçus. J'en aurais pris bien d'autres, mais parmi les bons épisodes. Et parmi les bons épisodes, il y avait aussi une vraie connaissance de ce qu'ils étaient. Et c'est ça qui me plaisait le plus. C'était qu'à un moment, il y a une vraie relecture, un peu casser le quatrième mur, un peu méta, de la série en elle-même. C'est-à-dire que ils jouaient, et à un moment, le scénario faisait qu'ils allaient rencontrer quelqu'un qui écrivait leurs aventures. Et ils allaient se retrouver dans une convention de fans de eux, avec des mecs en cosplay de eux-mêmes, mais qui n'étaient pas des vrais chasseurs, alors que eux le sont vraiment, à affronter les forces du mal. Et il y avait tout un tas de trucs comme ça, où ils s'amusent aussi avec tous les codes des autres séries télé, notamment Les Experts, où ils parodient Horatio en faisant des répliques pourries, en enlevant leurs lunettes et ce genre de trucs. Il y a vraiment énormément de scuds qui sont lancés dans tous les sens aux autres séries. Un crossover aussi avec Scooby-Doo ? Il y a un crossover avec Scooby-Doo. Combien de saisons ? 15. 15, hein, donc il y en a quand même 9 de trop. Il y en a. Alors, moi, je me suis arrêtée à la 9 ou à la 10, mais c'est beaucoup quand même. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que jusqu'à 6, ça tient. La 7 est dramatique, puisque ce sont les Léviathans, pour ceux qui suivent. Là, c'était vraiment ni fait ni à faire. Et il faut vraiment arriver à la 10 pour recoller, avoir un peu de l'intérêt. Mais le manque de budget a fait qu'ils avaient des ressorts de scénario qu'ils ont expédiés comme ça. C'est-à-dire que d'aller, mettons, vu que ça parle du paradis, de l'enfer, Dieu, le diable et tout, de se dire, ah ben tiens, on va aller faire les dieux anciens, les panthéons mythologiques et tout. Tu te dis, c'est pas mal, ça peut ouvrir sur toute une... Non. Écoutez, voilà, Supernatural qui reste pour moi un petit truc de cœur. Je voulais en parler un jour, je l'ai fait. Tu m'en parles et donc je vais regarder. J'ai écrit un gros article dessus. 1 à 6. 1 à 6, on est bien. Après, il y a la saison 1, elle est un peu poussive. À partir de la 2-3, ça commence à être cool.
Ok. Voilà. Parce que la 1, c'est vrai que c'est des épisodes en fait, qui sont un peu déconnectés les uns des autres. Je crois qu'il y a très peu de fil rouge. Ouais, c'est ça, c'est t'as comme vu tu disais, tu as l'image, le scénario général et après tu as des petites boucles et des épisodes un peu comme X-Files indépendants. Et il y a de très bonnes trouvailles parfois qui sont faits, et notamment, voilà, encore une fois, quelques moments de bravoure. Voilà. Donc voilà, on dit non, ça va sur 52%. Donc hey, le chat est presque avec moi. Voilà. Il y avait d'autres séries sur lesquelles on voulait aussi revenir, qui sont sans doute trop longues, hein, mais on va faire d'abord celles qui sont terminées, notamment Doctor Who. Alors, c'est pas terminé. C'est pas Ce n'est pas terminé, terminé déjà. Ça ne se terminera jamais. En fait, Il y a eu la première série qui est terminée, et maintenant Ouais. ils en ont refait Ouais, une et du plus coup, je moderne. dirais oui et non, parce que je suis encore, c'est qu'à la fois, au bout d'un moment, c'est vrai que tu as un peu de mal à te renouveler sur les méchants, mais là où je suis pas d'accord, c'est que comme le concept de la série, c'est que dès qu'il meurt, il se régénère, donc il change d'apparence, donc tu peux changer d'acteur. À chaque fois, souvent, ça amène des nouveaux scénaristes, un nouveau showrunner, donc une nouvelle énergie. Donc, ça permet un peu de contourner parce que là, on est à la fin de la saison 13 de la nouvelle version. Et voilà, en fait, c'est plusieurs. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 5e incarnation, nouvelle incarnation. Donc, du coup, ça permet un peu de se renouveler quand même. En fait, il y a un truc quand même assez intéressant, c'est ça sort le 23 novembre 1963 Oui. jusqu'à aujourd'hui. On est à 687 épisodes, Oh là Doctor là. Who. Les premiers étaient très très longs, de saison, mais c'est des épisodes de 20 minutes à Arrête. chaque fois. Première série, 26 saisons. Mm. Et donc la seconde série, là, depuis que de manière plus moderne, ils l'ont repris, 2005, ouais. on est à 13 saisons. Et la 14e est en préparation avec un nouvel acteur. Donc 60 ans l'année prochaine. Oui. Bah, écoute, c'est un peu ça l'idée. Autre série qui a duré 22 saisons, Julie Lescaut. Ah oui. ouais, alors là, forcément. Et d'ailleurs, Ouais, il y a aussi mais- Plus belle la vie, hein, il y en a encore plus. Hein, Pop, je pop, pense, pop, hein. j'y arrive. Mais c'est 18, je crois, plus belle la vie. Mais attends, Julie Il y a Lescaut, pas de c'est épisode. des Après, c'est des la saison, saisons de la c'était 3 quotidienne. Ouais, épisodes c'est des ça, fois. c'est des Week-end saisons la de 3-4 quotidienne, ouais. épisodes, non Ouais. Ah, j'ai pas le J'en sais détail. rien. C'est comme Ok. Joséphine J'ai Antonin, que- en fait, il y a 3-4 épisodes par Oui. ce qu'ils appellent une saison, mais Ouais. c'est pas les vraies saisons à 22 épisodes. un peu des bidouillé, États-Unis. Ouais. J'ai un autre truc, très rapidement. Hein. Il y a des fois des séries, il y a peu de saisons, mais peut-être qu'il fallait déjà s'arrêter. Prison Ah, Break, moi, Prison j'en ai Break, obligé. Prison Break, ok. 13 Reasons Sliders, Why. Certain Reasons Why. Sliders, les mondes parallèles. Sliders. Une excellente, une et demie excellente saison et après, vraiment le gouffre. Moi j'avais Lost. Ah, Oh oui. non. Vous allez jusqu'au bout de Lost? Totalement. Jamais vu la fin de Lost. Ah bah tu vois, on n'a pas vu la fin de Lost. Si moi je l'ai vu, en l'occurrence. Ouais, il est intéressant la fin. Si je vous parle 18 262 Bah, ça. épisodes, Les C'est feux de ça. l'amour, non Non. Ça, C'est- 72 saisons, Ah, C'est c'était pas des jours, ça, des c'est jours et des vies. pas- haine et passion. Ah. Ah, Haine et j'allais passion. dire, Jamais amour, entendu gloire et parler. beauté. On avait bien sûr du côté des séries hospitalières, Urgence, 15 saisons. 15, ouais, c'était beaucoup, 15 15 saisons, c'était je trop, trouve. hein. C'était Je trop. Je pense qu'on pouvait s'arrêter avant, parce qu'au Ouais. début il y avait quand même un propos. Dès que aussi. Georges est parti, Surtout c'est qu'à la Ouais. fin, il y avait plus personne du cast original. Non. Je crois pas qu'il y avait encore quelqu'un. Big Bang Theory. De tête, combien de saisons? 9. 12. 12, la Ah, bonne 12. réponse de ce côté. 12 saisons. Pareil, hein, je pense que ça a été un petit Oh. peu On aurait étiré. dû s'arrêter après la première Pas saison. assez de beurre sur une trop grande tartine. C'est ça. Voilà, si vous avez l'allusion. Smallville, 10 saisons. Avec Paul Je crois que au Paul est en micro. train d'agoniser en régie. 8 saisons pour Desperate Housewives. Est-ce que c'était trop? Ah oui, ouais. Et je pense qu'il y a ouais. une saison de trop. Une saison, mais peut-être pas Mm. celle de la fin. Si, peut-être, je sais pas. Non, mais il y Non, a une oui, saison au ouais. milieu qu'il faudrait enlever. Et peut-être certaines idées à la Oui, Grey's Anatomy, voilà. genre un avion Ouais. s'écrase sur le quartier, C'est des ça. trucs comme ça. où Oui, tu fais, c'était ouais, génial. non, C'est ça. Et là, en plus, ça c'était va des trop saisons de 22, 24 épisodes. Ouais, c'est long. C'est long. C'est long. X-Files avec 11 loin. Oh, saisons. là, c'était X-Files, c'est Bah, ça. les deux c'est dernières bien. déjà Bien. sont. Fallait Tu s'arrêter les à la enlèves. saison déjà. 3, quoi. Non, 6. C'est le. Ouais. Après, il y a des guides aussi pour te prendre les meilleurs épisodes Ouais, c'est ça, ouais. de toutes Oui, les c'est saisons. vrai. Moi, maintenant, je fais ça. Mais dans hein, X-Files, ce qui les a perdus, c'est la mythologie globale, parce que les épisodes indépendants étaient tous géniaux. Ouais. Bah oui. Voilà, que ce soit les Lucioles dans La Folle, les Lucioles mangeuses de chair, Ouais, ou c'était comme ça. le Tooms, ou l'espèce Ouais. de Tooms, verre de des terre géant dans les égouts. Et Mais- Tooms, les deux sont dans c'est dans la première Ouais, saison, ouais, les deux c'est épisodes. c'est le retour de Tooms, mais par contre, tout le truc où t'as jamais de réponse avec l'homme à la cigarette et tout, au bout d'un moment, Moi, c'est Et je- puis insupportable. les suis deux en train de saisons me le récentes, refaire, le hein. revival saison 10-11, ça marche pas
du tout. C'est. Je suis en train de me les refaire et c'est quand même 24 épisodes de 1 heure. Et ouais. Et ça marche pas mal, même si c'est lent, c'est daté hein. un peu. Ouais. C'est un peu daté, c'est un peu lent. On va aller très vite parce que le timing passe et on va quand même devoir se faire le journal des sorties qui est un incontournable de l'émission. Très rapidement, elles sont trop longues et elles sont toujours d'actualité. On a The 100, 7 saisons. C'est fini ça. Ça y est, Ah, ça vient de c'est se fou, terminer. Les Feux de l'amour, 50 saisons, 12 446 épisodes. Moi, j'essaie d'imaginer les gens qui bossent là-dessus, les techos. Combien ça doit être incroyable de dire. En fait, tu viens au bureau, quoi. Ouais, ouais. C'est les feux de l'amour, c'est le bureau. Et ça doit être assez génial à la fin. On a NCIS, 20 saisons, Ouais, ça, c'est New cool. York Oh là Unité là. Ça, on spéciale. n'y touche pas. On ne touche New pas à York New York Unité Unité spéciale, spéciale. Ça, j'adore. Hein. Et ça Hein, reste on est bien. d'accord. Ah oui, mais merci, Personne ne touche à ne New York touche à ça. Unité spéciale. Combien de Faut saisons jamais, il faut que 22, jamais ça 19, s'arrête. hein. 23 saisons. Ouais. 22 et 24 pour Par Special contre, New Victims York Film Unit. organisé, c'est pas top. Non, Ouais, ça, c'est pas Special bien. Victim Unit, c'est le meilleur. Mais c'est le meilleur. Faut pas toucher à cette série. Chicago Fire, 11 saisons. Oh là Chicago, là. décidément. Police Department, 10 saisons. Les Simpsons, combien 33. 34. 34, pardon. 34. Ah oui, c'est la 33 qui arrive sur Disney+, Ouais. c'est la 34. Family Guy, 21 saisons. South Park, 25 saisons. Oh là là. Plus belle la vie, on en parlait tout à l'heure, 18. 18, ils arrêtent à 18 en novembre. Là. Amour, gloire et beauté. C'est du 50 et C'est quelques. moi qui font rêver. Moins. 52. Ouais. Moins. Non, j'ai juste dit des mots qui font rêver. De mais- nombre de saisons Combien de saisons Amour, gloire et beauté 28. 28, on est plus, donc entre 28 et 52. 32. 47. 32, c'est le plus proche. 36 saisons. Ah, donc- Et Des jours et des vies, 57 saisons. Incroyable. C'est le recordman. C'est le voilà. Non, parce qu'on a. Ah oui, non, c'est Haine Ouais. et Passion là, qui est sorti. On a Haine et Passion, voilà. Donc Je connaissais même pas ça. Moi non plus. Elle n'est pas sûre. beaucoup de séries qui durent trop longtemps. Voilà, on a fait notre sélection. N'hésitez pas à nous dire en commentaire celles que vous avez trouvées bien, mais qu'à un moment vous avez décroché. Voilà pour alimenter cette réflexion. En attendant, tout de suite, il est 18h12 et c'est le journal des sorties. Le journal des sorties, on fonctionne comme d'habitude avec une sélection de 5 incontournables et après on verra le mais encore, en bref, les autres sorties. Johan. Tout à fait. Le premier incontournable, évidemment, c'est la Palme d'Or qui s'appelle Sans filtre, qui sort enfin en salle après son triomphe en mai dernier. C'est donc une satire un petit peu sur le monde des apparences et de l'influence qui prend pour théâtre un bateau de croisière où tout va dégénérer. Je ne rentre pas plus dans les détails. Sachez simplement que c'est la dernière apparition à l'écran, malheureusement, de la comédienne qu'on voit à l'écran, Charles B. Dean Creek, qui est morte à 32 ans de manière complètement imprévue. Évidemment, à 32 ans, on ne peut pas le prévoir. Le 29 août dernier, et ça sera un petit peu son film testament. Et je pense qu'en voyant le film, tout le monde va se rendre compte qu'on a perdu une future grande comédienne. Donc voilà. Combien d'étoiles de la hype, Johan? Ah bah Palme d'Or, c'est forcément 5. Hein. 5 du côté de Johan. 5. 5 du côté de Mégane. Max? Moi, 3,5. 3,5. Palme d'Or, et en même temps, j'ai pas trop aimé The Square, qui était le précédent film du réalisateur, également une Palme d'Or, donc j'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. Belasco. Juliana? 5, mais j'ai pas vu les deux précédents et j'ai très envie de voir les deux précédents. Bon, bah, Donc, on est- 5 sur celui-là. C'est en tout cas. particulier. 5, 5, 5. The Square, c'est Et pas rappelons top. que ce réalisateur a quand même en 5 ans à peine 2 Palmes d'Or à son actif. Et normalement, on va dire la catégorie des gens doublement palmés, c'est assez rare hein, Ouais. à Cannes. Et surtout- Et en 5 ans, il a chopé 2 Palmes Et d'Or. surtout sur 2 films consécutifs, c'est le 3e seulement à réussir ça. Deuxième sortie, toujours au cinéma. Toujours au cinéma, The Woman King, l'histoire des Agoji, j'espère que je le prononce bien, une unité de guerrières qui protégeait le royaume du Dahomey au 19e siècle et qui ont notamment inspiré les gardiennes du Wakanda dans Black Panther et portées notamment par Viola Davis qui a l'air complètement badass sur cette magnifique affiche, Lashana Lynch ou encore John Boyega et ça a l'air vraiment bien. Combien d'étoiles de la hype, Johan? Alors, c'est pas niveau Palme d'Or, mais je lui mets un 4 de hype. 4 de Ouais, hype. évidemment. Mégane, combien? 3. Les autres de la hype, je rappelle, c'est est-ce que vous avez envie de le voir? Donc tu es à 3 de ton côté. Juliana? J'ai vu la bande-annonce 4. 4. Ouais. 4 directement. 4 également, ouais. 4, donc ça fait partie des recommandations du plateau. Toujours au cinéma, un film d'horreur, Johan. Un film d'horreur qui s'appelle Smile. Vous avez dû voir la bande-annonce avec plein de gens qui sourient de manière très étrange et très flippante. Un sourire, on se rend compte que c'est sympa, mais des fois, ça fait peur. C'est interdit au moins de 12 ans avec avertissement. C'est inspiré d'un court-métrage qui était sorti en 2020. Et ça raconte l'histoire d'une psychiatre qui est confrontée à des événements étranges après avoir rencontré un patient étrange. Et si vous voyez la bande-annonce et que une des jeunes comédiennes vous rappelle quelqu'un, c'est parce que c'est la fille de Kevin Bacon, notamment. Voilà, qu'on va découvrir dans ce film. Et si vous voyez la bande-annonce et que, et que vous voyez une vitre de voiture s'ouvrir, attention à vous. Combien de toiles de la hype? Je suis sur un 3. petit 3. J'ai toujours un peu peur des films concept, des films d'horreur concept qui ont une super bande-annonce et qui après tiennent pas la promesse, mais je suis curieux. Mégane? 3 aussi. 3 aussi.
3, mais un peu pareil, craintif sur les courts-métrages de genre qui deviennent des longs-métrages. Ouais, en général, c'est une pas mauvaise toujours idée. un rendez-vous, mais 3, c'est bien. 3, c'est bien. Alors moi, je l'ai vu hier soir, justement. Ah. Et je mettrais entre 3 et 3,5 parce que, en fait, à la fois, c'est une mécanique un peu convenue, donc tu t'attends un peu à pas mal de choses. Et le réalisateur, en fait, il a un effet qu'il aime bien dans le film, il te le refait un peu trop. Et en même temps, c'est vraiment efficace. Et ça parle beaucoup de la question des traumatismes aussi, derrière le côté horrifique. Donc, on n'est pas non plus dans les films à la Midsommar, en termes de genre elevated horror. Ouais. On n'est pas non plus dans les trucs foireux type action ou vérité. On est dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire un film d'horreur qui a quelque chose à raconter, avec quand même des effets efficaces, quand même très grand public. Très Donc, gore aussi. Plutôt bonne, ouais, pas mal. Plutôt bonne surprise quand même. C'est vrai que par rapport au concept où tu te dis ça a tout pour se casser la gueule. Est-ce qu'on se réavise? Ça Ouais, marche 3, pas moi, mal. je monte 3,5. 3,5. Allez, Attention, on met attention, 3,5. qui dit mieux? 3,5 à ma droite? Non, on reste à la Non, je reste à Non, 3. elle a sa ligne de conduite. Ouais, mais Balle de l'enfer il y a peu de temps et vraiment, Non, voilà, j'aurais pas dû ça aller n'a voir ça. quoi, rien à donc, voir. Ouais, effectivement. Sur Netflix, Sur Johan. Netflix, c'est un des films événements qui est annoncé depuis quasiment 3 ans, j'ai l'impression. Oh oui. Non, Euh, depuis 2010, ils ont. Depuis ils en 2010, parlent, voilà. Donc, 2000. qui Oui, s'appelle le projet Blonde. depuis 2008, Ah, entre Blonde, 2008 et 2010, mais on annonce quand même le projet d'Andrew Dominique sur Netflix Ouais. depuis 3 ans. Enfin, ça fait Ouais, c'est 3 ça, ans qu'on ouais. attend qu'il sorte. Alors, qu'est-ce que c'est Et donc, Blonde? c'est une revisite, comme disent nos amis des Québec, une relecture de la trajectoire de Marilyn Monroe portée par Ana de Armas, qu'on voit ici sur l'affiche et qui est absolument bluffante en Marilyn Monroe. Et c'est pas un biopic, c'est ça qu'il faut Oui, préciser. faut C'est préciser, que ouais. voilà, c'est adapté du roman de Joyce Carol Oates. Et en fait, c'est plutôt un regard sur Marilyn Monroe que la vie de Marilyn Monroe, de sa naissance à sa disparition. Voilà. Combien d'étoiles de la hype? Et ben écoute, j'en entends du très très bon et du très très mauvais. Donc du coup, je suis curieux. Donc, Je suis très, très je suis curieux. entre 3 et 4, 3,5 on va dire. 3,5, 4. Mégane. Moi, je l'ai vu Et du coup, Je tu mets- peux en parler? et je mets 4. Et tu mets 4. Ok. Mais ça plaira pas à tout le monde. C'est un film qui va diviser, ça c'est sûr. C'est un film qui est exigeant, qui dure quand même 2h45. C'est bien dommage qu'il ne sorte pas dans les salles de cinéma, puisque c'est un film qui se voit sur grand écran. Mais Ana de Armas est fabuleuse. Je pense que c'est l'un des rôles de sa vie, clairement. Et vraiment, il faut préciser que c'est pas un biopic. Ne vous attendez pas à voir la vraie vie de Marilyn Monroe. C'est une vraie vision. C'est utiliser la figure et l'icône que représentait Marilyn Monroe pour raconter autre chose sur le parcours d'une femme qui a été façonnée, qui a été maltraitée, qui a été désirée, qui a été abandonnée par toute une catégorie de personnes, et notamment des hommes. C'est bouleversant. Il y a des scènes qui sont compliquées. Certains diront qu'elles sont choquantes, mais qui sont nécessaires, et d'autres diront qu'elles sont de très mauvais goût et vulgaires. C'est la C'est là que ça sensibilité divise de- peut-être. c'est à la sensibilité de chacun, mais c'est un film qui est extrêmement intéressant. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un film aussi intéressant sur Netflix. Vraiment. Et Ana de Armas qui, sur certains plans, c'est confondant de Ouais. réalisme, alors que sur d'autres, non, on voit Ana de Armas. C'est parfois comme quoi la mise en scène fait la différence. Combien de live, Juliana? Ben, moi, c'est pareil, j'en entends des choses vraiment très très bonnes et des choses vraiment mais, très très violentes de l'autre côté, en mode j'ai détesté tout ça, mais j'ai envie de me faire ma propre idée, bien que ça dure 2h46. 3,5 3,5. Max? Vraiment un bon 4,5, ouais, ça fait Bon vraiment 4,5. longtemps Ouh, ça monte là. avec plein de ce côté-là. ouais. En fait, avant, ça devait être Naomi Watts et j'en avais parlé avec elle en interview en 2010. Donc ça fait vraiment depuis ce temps-là que j'attends ce projet. Et ce que tu en as dit me conforte dans l'idée que, écoute, il y a des gens qui aiment beaucoup le film, donc j'espère en faire partie. Donc, Mais je ne prends pas la j'ai très hâte. responsabilité. Mais c'est, Ah, mais tu non, mais seras vraiment, au courant. c'est un film. C'est soit tu aimes, soit tu Déteste, adhères à la vision. Mais je crois que et le réal tu- le voilà. dit clairement, il dit Soit que lui, tu il veut pas. détestes. Et- Dernière pas de sélection, un rattrapage. Le rattrapage, oui, parce qu'en fait, il s'est un peu tombé par surprise sur Netflix, même si la bande-annonce l'annonçait. C'est donc la série sur Jeffrey Dahmer qui est disponible depuis fin de semaine dernière sur Netflix. Donc Jeffrey Dahmer, il était surnommé le cannibale de Milwaukee. Il a tué et parfois mangé 17 personnes entre 1978 et 1991. C'est donc, on en parlait tout à l'heure, drivé par Ryan Murphy et porté par l'un de ses acteurs fétiches. Evan Peters. Merci, dont le nom m'échappait, mais qui est absolument incroyable dans le rôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du parcours d'un cannibale, on pourrait dire en 10 épisodes, qu'est-ce que ça va raconter? C'est que ça raconte comment il a pu arriver à chasser, entre guillemets, en sélectionnant les bonnes cibles dans une société américaine qui était gangrénée par le racisme systémique, que ce soit contre Et l'homophobie. et l'homophobie, parce qu'il chassait en gros dans des quartiers défavorisés, des quartiers noirs, des quartiers hispanos. Et donc en fait, il est tout le temps passé entre les mailles du filet grâce à ça, parce que c'est des gens qui manquaient à personne. C'est fou
le nombre. Moi, je suis quelques épisodes, c'est fou le nombre de fois où il est à deux doigts de se faire arrêter et en fait incroyable. non. Et tu te dis mais et notamment ce qui se passe dans l'épisode 2 est complètement fou et Ouais. c'est véridique. Ouais. Et ce que je peux dire pour terminer là-dessus, au-delà de lui, son interprétation qui est folle, le premier épisode, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un truc où je me sentais sale après avoir vu et ça m'a rappelé ce que j'avais ressenti en regardant le premier Massacre à la tronçonneuse. J'allais le dire. On se sent dégueulasse. Ouais. Et c'est très très fort d'arriver à créer ça. Et c'est une série assez perturbante. Moi, ça fait 4 jours que je dors pas bien. Je pense que c'est lié au fait que je l'ai trop regardé de manière ramassée, mais c'est une série qui perturbe. Combien d'étoiles de la hype 5 du coup. 5. Je trouve ça très réussi. Vu aussi, je suis en plein dedans là, 4,5. 4,5. Juliana. Je m'interroge parce que j'ai vu qu'ils avaient absolument pas consulté les familles des victimes aussi en faisant cette série et j'avoue que ça me pose un cas de conscience parce que j'ai à la fois très envie de regarder parce que tout le monde m'en dit beaucoup de bien et à la fois je sais pas, je suis un peu perdue par rapport à ça quoi. Donc, Du du coup, je vais mettre 3 mais 3 dans le doute. voilà. Moi, 3,5, vous donnez bien envie. Il faut trouver le temps, mais je vais essayer. Ouais, faut trouver. 3,5 du côté de Max. On va aller très rapidement, Johan. Je le fais en très très vite. 1 minute 20. Au cinéma, jumeaux mais pas trop, vous comprenez le pitch. Au cinéma, le 6e enfant, avec qui a l'air un drame sur la famille qui a l'air très très chouette. Sur Prime Video, la série Miskina la pauvre, qui avec Mela Bedia et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas que drôle de ce qu'on nous a dit et qui est plutôt réussi. Sur Netflix, il y a une mini-série en 6 épisodes qui raconte la vie de Sissi, qui s'appelle L'Impératrice. Il y a aussi un événement, ça va te plaire, Intergalactique, série d'animation pour adultes inspirée de l'album de Kid Cudi. Oui. Voilà, sur Disney+, le retour des sorcières de Hocus Pocus. Oui. Elles reviennent, je ne sais pas combien de temps après, mais elles reviennent. Il y a aussi The Old Man, une série sur la CIA portée par Jeff Bridges et John Lithgow. C'est assez intéressant de voir un projet porté par des vieux briscards. Sur OCS, il y a une série portée par le créateur de Your Honor et Michael B. Jordan sur un lycéen qui se retrouve pris dans une spirale judiciaire. Ça s'appelle c'est impossible à dire ce titre. 61st Street. Ouais. Voilà. Sur Apple, la plus grande course de bière de tous les temps, le nouveau film du réalisateur de Green Book. Trop Ok. drôle. Voilà, avec Zac Efron et Russell Crowe. Et puis sur Canal+, vous avez Les Éternels en VOD coupé et Enfin, en yes. DVD Les Crimes du futur de Cronenberg. Merci beaucoup, Johan, pour ce tour c'est dur, hein, d'horizon quand tu dois des accélérer. sorties. Je remercie bien sûr tout le monde sur le plateau ainsi que tout le monde en régie pour cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ce soir, c'est le récap et le react. Mais avant ça, Johan a un petit mot à vous dire. Tout à fait, j'avais une mini-annonce, c'était juste pour vous dire au revoir pour quelques semaines. Rien de grave, je vous rassure. Voilà, j'avais déjà prévenu l'équipe. Je vais prendre un tout petit peu de recul de ma vie professionnelle pour souffler, m'occuper de mes enfants, tout ça, machin, redécouvrir la vraie vie loin des écrans. Donc je reviendrai sur ce plateau début 2023 avec grand plaisir. Et donc à partir de la semaine prochaine, voilà, éclatez-vous bien et je vous regarderai avec grand plaisir à distance. Mais tout va bien, rassurez-vous. Et pluie de cœur sur Johan. Merci beaucoup à vous. Derrière votre écran. Je vous dis donc à la semaine prochaine, donc sans Johan Sardé. On va mettre la marionnette. Oui, la la petite mascotte. Le petit Johan, la petite Oui. mascotte. Voilà, tout de suite, c'est le récap. Ciao, ciao. Salut.